Bonsoir à tous, bienvenue dans ce troisième épisode du Bistrot d'Aléolosque, saison 3. Vous savez que c'est le podcast qui reprend l'actualité hebdomadaire du LOSC pour les supporters et réalisé par des supporters, les supporters des Dogs du Net et du site Aléolosque, et qui permet à d'autres supporters de venir échanger donc en direct sur le groupe Facebook Aléolosque et sur la page Facebook du Bistrot d'Aléolosque sur cette actualité du club. Donc cette semaine, pour évoquer cette actualité, nous avons des piliers de bistrot qui sont là. Alors, vous voyez, par rapport aux dernières semaines, on est un peu plus nombreux. Ils sont revenus de vacances, ils sont bronzés, ils sont reposés, ils sont motivés par les derniers résultats. Ils sont là. Alors, je vais vous les représenter. Vous avez tout d'abord Georges, le supporter de la région de Dunkerque, qui nous a rejoint, qui est revenu de congé. Bonsoir, Georges. Bonsoir à toutes et tous. Bon, on ne vous demande pas où vous êtes parti. Hein, si ça intéresse quelqu'un, vous poserez une question en direct et on vous répondra peut-être à la fin. Il est également revenu de congé. C'est donc Christophe C. présent avec nous. Bonsoir, Christophe. Bonsoir François et bonsoir à nos amis de l'annexe des Dogarny. Beaucoup de choses ce soir. Oui, oui, bah, c'est comme ça. Hein, c'est un peu comme les joueurs du LOSC. Enfin, nous, on est à poil. Enfin, eux, ils étaient à poil samedi, alors que nous, on n'a pas beaucoup de poils. Donc voilà, c'est le choix. Il est pas encore parti en vacances. Hein, donc c'est Stéphane. Bonsoir, Stéphane. Bonsoir tout le monde, et j'ai la légère sensation que bientôt Fonseca aura autant de cheveux que nous. On verra, l'avenir nous le dira. Alors, ils étaient là la semaine dernière. Nous avons Christophe D qui est présent. Bonsoir, Christophe. Bonsoir à toutes et tous. Et nous avons Lorenzo de la page Twitter, du compte Twitter Dogs Italia, qui est également ici avec nous ce soir. Bonsoir, Lorenzo. Bonsoir à tous. Je ne vous ai pas donné le sommaire. Au sommaire, bien sûr, on va parler d'abord du match de dimanche soir. Donc, le match LOSC-PSG, jeu 7 avec un P et match. C'est beaucoup de sujets. On y reviendra donc sur une grande partie de cette émission. Et ensuite, nous aborderons le prochain match du LOSC, Ajaccio. Est-ce que Ajaccio est l'adversaire idéal pour se relancer? Donc, beaucoup de questions sur ce bistrot de LOSC, beaucoup de commentaires. Vous pouvez bien sûr vous-même faire vos commentaires sur les groupes Facebook. Nous reprendrons les interventions de certains d'entre vous pour poser les questions en direct à nos participants. C'est également ce soir le retour de deux vieilles habitudes du bistrot. Un jeu dans lequel vous pourrez gagner une place pour le match Lille-Nice de mercredi prochain. Donc, on posera la question dans le cours de l'émission. Et c'est également le retour de la question à la con. Donc, la question à la con que je vous poserai tout de suite dans la première partie de cette émission. Avant de commencer, je voudrais aborder un sujet où malheureusement, je n'ai pas trop envie de sourire. On a appris cette semaine la disparition de Bernard Lernoux. Alors, pour les plus jeunes d'entre vous, vous ne connaissez certainement pas Bernard Lernoux. C'est à l'époque préhistorique du football, à l'époque où il n'y avait pas de retransmission télévisée. On suivait les matchs en direct à la radio, notamment sur les radios régionales. Il y avait deux radios, il y avait Fréquence Nord, qui est l'ancêtre de France Bleu, et il y avait RVN, donc la radio de la Voix du Nord. Bernard commentait les matchs sur RVN, donc dans la fin des années 80, au début des années 90. Et c'est une époque, en fait, où on vivait vraiment les matchs de foot sur ce média radiophonique. Il a marqué des esprits des supporters de l'époque. Oui, il est disparu cette semaine. Donc, on salue bien sûr sa mémoire, on salue sa famille, on les soutient et on soutient tous ses proches. Et on voulait lui dédier en tout cas ce bistrot d'Aléolosque. Bernard, si tu nous entends, chapeau bas et comment dire, on t'oubliera pas de sitôt. Tu as vraiment marqué l'histoire du club dans ces années-là. Je vous propose maintenant de partir sur la première partie de cette émission, la première longue partie de cette émission.
c'est LOSC PSG, jeu, set et match. Avant de faire le premier tour de table et de vous poser la question à la con, je voulais vous donner les statistiques du match qui sont assez particulières. Alors, on n'a pas Baptiste ce soir, donc je vais prendre son boulot, hein, je vais m'en occuper moi-même. Il y a eu 16 tirs pour Lille, 16 tirs pour Paris. Il y a eu 10 tirs cadrés pour Lille et 9 tirs cadrés pour Paris. 48% de possession contre 52 pour Paris, 550 passes contre 592, 90% de précision de passe à Lille, 80% de précision pour Paris, 13 fautes contre 8, 2 cartons jaunes contre 1, 2 hors-jeu pour 4 pour le PSG et 2 corners à 4. Des statistiques complètement équilibrées qui dénotent complètement avec le ressenti qu'on peut avoir du match. Alors, je vais vous poser la question à la con tout de suite, à laquelle, je vous rappelle, vous n'êtes pas obligé de répondre. La question à la con du jour, alors je vais la poser non pas à une personne d'entre vous, mais aux 5 piliers du bistrot. Compte tenu de ce qu'on a vu dimanche, est-ce que vous avez passé une bonne soirée? Un match animé, équilibré statistiquement, avec des actions de jeu, avec des buts. Est-ce que vous avez passé une bonne soirée? Je ne sais pas si quelqu'un veut répondre. Christophe. Je veux bien répondre. On ne peut pas passer une bonne soirée quand on voit son équipe en prendre 7 et on aurait pu en prendre plus. On a un gardien qui a fait 2 arrêts extraordinaires, donc ça aurait pu faire 9. Mais voilà, moi j'avais peur à chaque fois que je voyais Paris débouler. Enfin, c'est parti tellement vite que le premier but, je ne l'ai pas vu, on était encore sous la bâche. Donc voilà, le temps qu'il remballe un petit peu le magnifique tifou d'entrée de jeu. Le premier but, je ne l'ai pas vu et ça s'est enchaîné tellement vite. Comment on peut passer une bonne soirée quand on voit son équipe de cœur en prendre 7 et on aurait pu en prendre 7, 8, 9, 10, 11. Enfin voilà, alors il y a une stat que tu n'as pas donnée, c'est les duels gagnés et c'est peut-être la seule qui était intéressante dans tout ça. Excuse-moi François, je suis anti-stat de tout. On a 36 duels gagnés par les Lillois, 53 par Paris. C'est là où il fallait être présent, c'est là où on n'a pas été présent. J'ai une autre stat à donner. Il y a eu 9 arrêts pour le PSG et 2 arrêts pour Jardim. Quand vous faites la différence, on arrive à 7 et ça, c'est certainement pas un hasard. Et sur la stat que tu viens de donner, alors effectivement, il fait 8 arrêts, il y en a un également sur le but, c'est-à-dire qu'il fait un arrêt extraordinaire, il repousse le ballon et derrière, c'est repris par un Lillois, il y a but. Donc voilà, si tu veux, on peut encore en rajouter comme ça. Et il faut arrêter avec les stats et les interviews de milieu de match de nos joueurs. Voilà, c'est des trucs qui servent à rien au football moderne, ça nous apporte pas grand-chose. Je suis désolé pour Big Data, il n'est pas là, il pourra pas se défendre et voilà, mais on en profite du coup. J'ai passé une mauvaise soirée. Voilà, donc. Moi, j'ai toujours dit que les stats, c'était la connerie. Hein. J'ai toujours dit. Les stats, ça ne va rien dire, vraiment. Ce soir, on voulait le démontrer un peu. Hein. On voulait démontrer l'intérêt des stats. C'est parfois un peu relatif. En tout cas, il faudrait peut-être créer une statistique sur l'indice de dangerosité, finalement, des actions. Et là, il y aurait certainement un écart de 1 à 10 entre les deux équipes. Ah, mais là, Canal+ l'a fait, ça. Là, ils n'étaient pas sur ce match-là, mais ils le font Canal+. Hein. Le potentiel de but, machin, des conneries comme ça. Quoi. Bon, c'est juste parce qu'ils payent des statisticiens pour qu'ils fassent quelque chose. Mais non. C'est vrai que c'est un peu une connerie. Mais moi, je dis que dans le fond, c'était pas un match équilibré, mais ça, bien sûr. Donc, les statistiques, à un moment donné, c'est autre chose. Mais c'est juste qu'on a quand même eu des moments, des attaques, tout ça. Même les frappes, les numéros de frappes. Il y a 2 ou 3 fois que Bamba frappe sur le gardien, mais facilement. C'est pas c'est pas le même danger que les frappes, par exemple, de Neymar ou d'Mbappé. Donc, c'est ça un peu. On ne peut pas dire qu'on a fait un bon match parce que quand tu prends 7, c'est impossible à dire. Mais en tout cas, je ne sais pas si c'est que moi je suis convaincu par ce que Fonseca propose. On a fait un match très mauvais. Je suis déçu parce que même ici, il y a des gens qui regardent que les matchs du PSG. Donc, c'est l'unique match du LOSC qu'ils vont regarder cette année peut-être. Et donc, ils vont te dire toujours, ouais, mais ils ont pris 7 buts du PSG, tout ça, c'est une équipe mauvaise, tout ça. Je continue à voir qu'il peut y avoir quelque chose. Après, même si tu te défends, exemple Montpellier, exemple Clermont, exemple Nantes, tu arrives à en prendre 4 ou 5 cette année. Donc, je ne sais pas.
C'était juste qu'on pouvait en prendre un peu moins que 7, que ça fait lourd au final. Bon, C'est juste ça sur moi. on va revenir après sur justement cette situation, les conséquences finalement de cette lourde défaite. Je voulais commencer peut-être un tour de table sur comment vous avez vécu, alors Christophe a déjà en partie répondu, comment vous avez vécu ce match, en fait, soit en direct à la télévision, ou en différé, Christophe, hein, ou soit en direct au stade. Vous avez été éberlué, vous avez été surpris d'une telle différence, vous avez été choqué. Comment ça s'est passé? Alors, qui veut prendre? Georges, peut-être tu veux Alors, commencer le tour de table? bah, moi, je l'ai un peu vécu en suivant les réseaux sociaux, hein, c'est-à-dire que je vais vous refaire le direct de ma soirée. Donc, 20h45, ça commence, c'est le premier but de Mbappé. Et là, tout de suite, j'ai eu un tweet, c'est putain, Mbappé marque, alors que je n'ai même pas fini mon 4e petit punch. C'est d'un certain Mohamed B qui était à la pirogue dans le vieux. Ensuite, 20h55, Bamba frappe 3 fois. Et là, j'ai un mail du statisticien de la LFP qui demande à sa direction, au fait, les passes aux gardiens, ça compte comme lors du 2-0, là, j'ai eu un tweet enflammé qui était « Mais dégagez-nous ce Portugais et rendez-nous Gourvenec ». C'est un tweet d'un certain Vidéolosque. Ensuite, à 3-0… Il m'a échappé celui-là, il m'a échappé. Là, j'ai eu un SMS d'un certain… Ah oui. Ensuite, j'ai eu, lors du 3-0, c'est un SMS d'un Lucas C qui s'adresse à Olivier L. Président, dans l'interview d'avant-match, vous avez dit tout le monde peut faire une erreur, mais pas deux. Ça concernait que Bayo, ça marche aussi avec Jardim. Ensuite, à 4-0, doublé de Neymar. Alors là, on a un twist tout nouveau de Mohamed B à l'étang. Vous voyez, président, Neymar qui met un doublé, l'alcool, c'est pas un problème. Ensuite, on arrive, reprise, deuxième mi-temps, 5-0. Là, j'ai un SMS d'un certain Ludovic Blas à son agent qui demande, au fait, Rennes, il propose combien? À 5-1. Alors là, j'ai un tweet enflammé de Breaking Dog qui dit ce putain, je la sens, l'égalisation, elle va arriver. D'ailleurs, je vais tout de suite sur BetClick jouer ma Batistade. 6-1, nouveau tweet de Breaking Dog. Ah, le con, je n'aurais pas dû jouer toute la paye de mon job d'été. 7-1. Alors là, je suis tombé sur un mail de François Stock, dit Vishnu, je sais pas qui. Alors, mon cher BFM Grand Lille, ce soir, je n'ai pas assisté au match pour la simple raison que j'étais à l'UGC Ciné pour une rétrospective consacrée à l'œuvre de Max Pécaz. Aussi, je ne pourrais intervenir dans l'émission de ce lundi. Déontologiquement, ce ne serait pas correct de commenter un match que je n'ai pas pu voir. Par contre, si vous avez besoin pour la rubrique ciné, je peux vous proposer une chronique sur le film « On se calme et on boit frais à Saint-Tropez ». PS, au fait, vous avez le résultat du match de ce soir? Alors, fin de match, j'ai un tweet toujours de Mohamed B, qui était en direct de l'Autrement dit dans le Vieux-Lille. Président, si je peux être utile aux coéquipiers, j'ai un super remède contre la gueule de bois. Et le dernier tweet que j'ai eu était du matin, du lendemain du match. C'est un certain Christophe Vieux qui dit voilà, c'est quoi ce brin? Hier soir, j'étais avec ma famille dans le Pas-de-Calais pour fêter la victoire des 100 et or sur le Rocher. Et je me fais le replay du match ce matin et il me file une rediff de Brésil-Allemagne 2014. Voilà, donc je l'ai vécu comme ça. Le match lui-même. Disons que j'étais atteint du syndrome de Gilles de la Tourette pendant 2 heures. Bon. Je voudrais juste préciser, faire quelques précisions sur ce que tu viens de dire. C'est les journalistes, que ce soit BFM ou d'autres, savent très bien que ne pas voir le match, ce n'est pas ce qui m'empêche de le commenter 24 heures après. Hein. Surtout si j'ai vu l'intégrale de Max Pécas, ça ne me bloque absolument pas. Donc, du même calibre. Je voulais… Alors, quelqu'un veut rajouter quelque chose? Stéphane, tiens, ouais, je te sens passer intervenir. Moi, j'y étais. Et comment mesurer mes propos et Vas-y, lâche-toi. Ouais, on va laisser la chance au produit, comme on dit dans la boucherie.
Déjà, j'étais très très étonné de la compo quand même. Alors, je connaissais pas encore, j'avais pas vu des matchs de Lille, les deux premiers, sauf les résumés. Donc, naturellement, les matchs de préparation, comme tout le monde, on n'a rien vu quasiment. Donc, à part les propos, à part les propos comme quoi Fonseca, il voulait du jeu et ça allait changer. Enfin, on allait se faire plaisir et patati patata. Bon, ok, ça c'est des. Donc on se dit, ça va être sympa, on va voir autre chose. Moi, j'étais quand même très très au début de cette saison très très mitigé sur les recrues, sur comment ça allait se passer. Il y a quand même la fin de saison qui était mi-figue mi-raisin. Donc ce démarrage, je le sentais moyennement. Gourvenec, Létang, l'Italien, là, je ne sais plus comment il s'appelle, Alessandro Barrosa, là, Barnaba. Barnaba, voilà. Alessandro Barnaba. Donc, bon, très, très moyen. Mais bon, on va dire qu'avec les deux premiers résultats, je m'étais dit, tiens, je me suis planté. Ça a l'air d'être sympa, il y a l'air d'avoir un esprit, il y a l'air d'avoir une attitude différente. On aborde les matchs de façon agressive dès le début. On marque des buts, bon, on en prend, mais ça c'est pas un problème. Hein, comme du temps de José Arribas, qui reste ma référence, prendre des buts du moment qu'on en met un de plus que l'adversaire, ben, c'est pas un souci. Mais là, malgré tout, quand même, quand j'ai vu la composition d'équipe, je me suis dit, waouh, ça me semble léger, là. Je sais pas où il va, mais c'est que vraiment, tout le monde travaille très bien pour le collectif, mais ça me semble léger. Surpris de ne pas voir Zedaka, qui est quand même normalement l'arrière droit référent. Surpris un peu de voir Ismaili, quand même, qui, avec ses 38 ans, est peut-être pas encore très, très prêt avec sa préparation. Surpris de voir André tout seul. Bon, je savais pas ce qui se passait avec Bayo et avec Cabella. Donc, étonné. Le premier but, naturellement, j'ai revu, je ne vais pas tous les refaire, je les ai revus. Sur le premier but, on ne prend que celui-là, ils sont à 3, les Parisiens. Si Mbappé ne l'a pas, il y a Vitinha qui est sur la droite et je crois que c'est Neymar qui est sur la gauche. Moi, je ne sais même plus qui. Mais ils sont à 3, même si ce n'est pas l'arrière gauche là, qui est sur le côté. Donc, ils sont partis comme des dératés. Ils sont à 3 en nous bouffant dans le dos de façon monstrueuse. Mais alors, le pire, c'est que tout ça, c'est préparé. C'est pas du hasard. Là, ce coup-ci, les analystes vidéo et autres du PSG, je ne sais pas s'ils viennent de Lille ou si c'est des nouveaux que Campos a repris, mais ils ont fait un boulot qui est excellent et ils nous ont baladé en 8 secondes. Ils ont plié le match. De toute façon, c'était terminé. Alors, c'est vrai. On réagit pas trop mal, on fait deux, trois tentatives, mais alors des tentatives à la Bamba. Hein. Moi, je suis désolé, mais il commence lui aussi à m'hérisser. Il va falloir qu'il sorte un peu dans le Vieux-Lille. Par contre, Bamba, ça lui fera du bien parce que il est encore resté, il n'est pas sorti. Non, faut arrêter la connerie avec lui. Enfin bon, ça c'est un autre sujet. Mais moi je suis très furax parce que naturellement c'est Paris, mais c'est pas l'explication Paris. C'est trop facile de dire c'est Paris. Alors après, comme l'étang, on va laisser une deuxième chance, hein, c'est tout à fait normal. Mais là, c'est la foire d'Empagne. Il n'y avait aucune organisation, aucun leader, personne ne râlait, tout le monde a baissé la tête, regardé ses pieds. Oui, on aurait pu en prendre 10-12. Marqué déjà, ça a été un exploit, mais le ratio de statistiques, à chaque, comme disait, je crois que c'est Christophe, à chaque accélération, tu avais l'impression que tu allais en prendre une. Ça passait comme dans du beurre. Tout le monde, le milieu de terrain, les gars, ils faisaient 30 mètres, ils nous bouffaient, il n'y avait aucune opposition. Non, moi, ce que j'aurais voulu des cartons, j'aurais voulu qu'on énerve un petit peu. Alors, c'est simple, une image, Neymar n'a jamais roulé par terre. Il n'a même pas été par terre, le gars. On a un gazon tout beau qui a été remis, qu'il le goûte un petit peu. Il fallait aller au tampon, il fallait le foutre par terre, il fallait énerver notre Italien préféré, Verratti. Il fallait. Là, les mecs, c'est simple, ils ont fait des économies. Ils n'ont même pas lavé les maillots. Les maillots, ils sont secs. Après 6 matchs, tu ne prends pas un jeune, Verratti. Ça, c'est bizarre. Hein, mais Alors, bon. tu vois, Christophe, Lille, mais il est trop tranquille. Quoi. Tu vois, Christophe, qu'il y a quand même une statistique qui est vraiment
très intéressante et très opportune pour décrire le match. Hein. Le nombre de roulades de Neymar est quand même très significatif. Ouais. Alors, Je suis j'entends très énervé, quoi. j'entends ton énervement. Mais je voulais, après, on va revenir sur ces sujets, notamment sur le premier but, sur la tactique, sur les joueurs, leurs faiblesses. On va revenir un petit peu plus tard dans un autre tour de table. Je voudrais laisser la parole aux autres pour avoir leur sentiment général sur cette rencontre. Comment vous l'avez vécu? Est-ce que vous l'avez pris une claque dans votre figure? Est-ce que vous avez été surpris? Est-ce que vous êtes furieux, un peu comme Stéphane? Donc, Lorenzo, tu veux prendre la parole? Oui, bah alors, première chose, moi je dis que au minimum, ça sert un peu pour être un peu peut-être tranquille dans l'évaluation du début de saison du LOSC. Et je m'inclus dans ça parce que on commençait déjà à dire ouais, c'était bien, on joue bien avec Fonseca, ouais, telle année, bah, je sais pas, moi je commençais à penser des choses. Donc, c'est pas bien prendre une claque comme ça, mais au minimum, on va être beaucoup plus tranquille à voir cette équipe pour un peu de match encore avant de juger. Donc, ça va un peu, je dirais, nous calmer, entre guillemets, mais après, même ça, il ne faut pas tout jeter non plus. Et ça a été trop facile, c'est vrai. Comme on disait, c'était un but en plus préparé. Et ça, c'est encore pire. Et il faudrait commencer à avoir un peu des choses, comme par exemple le fait que dans des matchs comme ça, au niveau du rythme, Fonte, ouais, c'est notre capitaine, mais il ne peut pas tenir. C'est vrai qu'à chaque action, on avait l'impression qu'il pouvait être but. Mais c'est vrai aussi que quand on a essayé à faire quelque chose, on est arrivé face à Donnarumma. Le problème, c'est juste que peut-être on n'avait pas des gens pour essayer vraiment de lui mettre en danger, parce que c'est vrai que bon, les frappes en bamba, ce n'était pas trop dangereux non plus. Donc voilà, un peu contrasté parce que c'est pas beau pas perdre comme ça. Je continue à dire, c'est vraiment plutôt quelque chose, c'est juste un match, c'est vrai, c'est une défaite, mais c'est vraiment quelque chose, tu le sens quand tu prends cette but. Donc voilà, c'est un peu ça. C'est juste que je pense que ça va un peu nous calmer pour voir ce qui donnera Fonseca avant d'être déjà un peu content comme on l'était. Moi, je suis le premier que la semaine dernière, il a dit c'était le match entre les deux équipes qui jouent le plus beau foot de la Ligue 1 cette année. Donc voilà, faut se calmer un peu. C'est juste ça. C'est un Alors, message pour moi aussi. Hein, voilà. Christophe, c'est toi qui avais pronostiqué, si je dis pas de bêtises, une victoire de Lille au Moi début du aussi. match. Hein. Bon. Et oui, évidemment, Voilà. évidemment, victoire de Lille, oui. Comment tu as pris finalement ce match et la tournure rapide qu'il a pris? Moi, je rappelle que j'avais eu un pronostic très précis sur le sort du match. Hein. J'avais pronostiqué une branlée. Et pour une fois, j'ai gagné le concours de pronostic. Je vous remercie de me saluer. Christophe, je te laisse la parole. Alors, moi, ma première inquiétude, c'est quand on a commencé à recevoir les feuilles de match annoncées. Alors, je sais bien que notre nouveau coach, on est plein d'ambition avec lui. C'est bien, ça a renouvelé. On a demandé le départ de l'ancien, on en a un nouveau, super, on a été entendu. Les temps est à notre écoute, visiblement. Il y a juste un truc, c'est qu'il faut lui rappeler des choses parfois. Parce que je pense qu'il parle la même langue que notre défenseur central qui a joué tous les matchs de l'année dernière. Je pense que s'il en regarde 10, il va voir tout de suite que sa principale qualité, c'est pas forcément la vitesse. On a essayé de jouer haut au niveau de la défense, on s'est fait prendre dans le dos à chaque match. Je peux vous assurer que sur l'écran géant, j'ai regardé plusieurs fois, je pense que je t'ai même fait la remarque, François, on voyait tout de suite les échanges entre Galtier et ses joueurs en disant tu joues vite, 1-2 et tu passes au-dessus. Et ça a été comme ça tout le match. Christophe, si tu l'as revu un petit peu en décalé, tu pourras regarder encore une fois. Je t'assure que ça a été ça tout le match. Et ils se sont Moi, j'ai vu ça. J'ai vu tout de suite. voilà, Après, à un moment donné, on peut faire des essais quand on arrive, mais on peut aussi lui expliquer que Goodmanson, il est arrivé comme arrière gauche, on l'a placé plutôt haut sur le terrain, côté gauche, ça fonctionne moyennasse, mais de là à le mettre ailier droit, à un moment donné, voilà, j'espère qu'il ne va pas mettre 5 matchs à comprendre. Alors, Stéphane disait qu'on a joué qu'avec un seul milieu de terrain défensif. André, erreur Stéphane, on a joué avec 2 milieux de terrain défensifs, il y en a un qui s'appelle Angel.
Angel Gomez. Sauf que ce garçon-là, il se retrouve face à Paris avec un pressing très très haut des Parisiens qui joue très très vite, il récupère, il lance en profondeur. Angel Gomez n'est pas fait pour ce poste. Je pense qu'on le on est connaît. d'accord, donc on a joué qu'un milieu défensif. Et voilà, et donc ça a complètement déséquilibré le côté gauche. Je suis pas d'accord avec ça. Moi, je trouve qu'Angel Gomez, c'est peut-être un de ceux qui fait le moins pire des matchs dimanche soir. Et certes, physiquement, il n'a pas la carrure pour résister au physique du milieu de terrain, mais il a éclairé le jeu avec ses passes, avec sa volonté d'aller vers l'avant. Moi, je trouve qu'il ne fait pas un si mauvais match que ça. Et si je dois. On va citer les tops et les flops. Pour moi, c'est un de mes tops. Oui, mais après, c'est toujours pareil. Mais là, on parle de ressortie du ballon. En effet, parce qu'il y a une paire de phases où le ballon est sorti très proprement. Il y a des moments très intéressants. Mais ce qu'on faisait remarquer surtout, d'ailleurs, moi, l'inquiétude, quand je vois qu'on continue à chercher plutôt des gens dans le secteur offensif, me dit est-ce que c'est là qu'on a besoin de monde vraiment? Parce que, d'abord, un truc que je tenais à dire, et tirer un coup de chapeau à Galtier, parce que c'est la première fois en 10 ans que je vois un mec sur 3 matchs qui réussit à faire jouer les Parisiens à 11. C'est-à-dire, Paris a pratiqué un foot total. C'est-à-dire, tout le monde attaque, tout le monde défend. Ça n'existait pas, ça, avant. Tu avais une équipe coupée en deux. Et d'ailleurs, la nuance, elle s'est faite là. Habituellement, on jouait Paris, ils nous bouffaient techniquement. En général, des fois, on réussissait à compenser le match parce que, justement, physiquement, les matchs qu'on a gagnés contre eux, on a su comme ça compenser. Là, ils nous ont bouffés physiquement. C'est la première fois que je voyais un Paris Saint-Germain manger, ce qui rend l'équipe aussi très impressionnante. Il faut voir aussi l'adversaire qu'on avait, qui est juste injouable en ce moment. Mais derrière, en effet, il y a d'abord le problème, comme tu expliquais, c'est vrai que les ballons arrivaient assez facilement et Mbappé, notamment, s'est régalé derrière Fonté. Mais pour ça, il fallait aussi, justement, que sur la ligne devant, on puisse avoir des Parisiens qui puissent distribuer ces ballons. Et ils n'ont pas été trop inquiétés. Donc, en effet, il a été sympa, Gomez, dans la ressortie, mais dans le boulot, on a besoin, je pense, au moins de 2 tauliers devant pour bloquer la machine parisienne. Et ça, il ne pouvait pas faire, Gomez. Ce n'est pas son boulot. Donc, l'option était plutôt de mettre Martin avec André. Moi, j'aurais fait ça. C'est Martin André. On n'a rien d'autre. On n'a rien d'autre. Gomez devant. On n'a rien d'autre, donc j'aurais fait ça, mais même si. Et tout, on manque de costaud au milieu, quoi. Ouais. Alors, on va revenir sur les top et flops. Là, on déborde un petit peu. Avant, je voulais laisser la parole à Christophe. Avant, juste quelques commentaires sur les réseaux sociaux qui viennent compléter un peu tout ça. D'abord, Fabien qui nous dit qu'Ismaili a 32 ans. Il paraissait peut-être 38 quand il courait, mais en tout cas, il n'a que 32 ans. Et pour rebondir sur ce que disait tout à l'heure, je pense, Georges, c'est Fabien qui nous dit qu'il est resté sur la fin parce que l'arbitre a sifflé avant les 90 minutes et lui, il espérait encore l'égalisation lilloise. Donc, voilà, il était très triste. Christophe, je te laisse la parole. Est-ce que tu veux terminer ce tour de table sur ton sentiment sur ce match? Pour en revenir à ce débat, il ne faut pas en vouloir à Gomez. C'est pas comme ça qu'il voulait jouer, notre ami Fonseca. Fonseca, il voulait vraiment jouer, les prendre haut et aller chercher haut. Et c'est pour ça que Galtier faisait signe au-dessus. Parce qu'on les prenait haut, sauf que dès qu'on perdait le ballon, on mettait une balle derrière, on n'avait pas la vitesse pour aller chercher. Donc, c'était facile. Et on se prend quand même un but sur un lob phase arrêtée. Ça n'existe pas en Ligue 1 normalement. Une balle au-dessus, il y a la phase arrêtée. Il n'y a personne qui suit. C'est le football américain. Non, mais Mbappé, il n'y a personne qui le suit. Il y a un mec qui suit au départ, je crois que c'est déjà quitté, mais il fait 10 mètres, il dit c'est bon, on va trop vite. Et le reste, il n'y a personne, il n'y a même pas un arrière central qui va se retourner. On se prend un but sur un 1-2 de 40 mètres entre Neymar et Mbappé. Comment c'est possible? Vous vous dites qu'il n'y a pas de taquet, il n'y a rien, il n'y a que dalle, quoi. Les mecs, ils font une 2 de 40 mètres sur le terrain et tout va bien. Et après, un autre but, le but d'Hakimi, où le mec, il fait 3 pas sur le côté, il est démarqué tout seul, il prend la balle, il est tout seul devant le gardien. C'est pas possible. C'est pas possible. On ne peut pas avoir une défense aussi laxiste. Et pour ça, moi, j'en veux beaucoup aussi au rôle de Fonté dans cette équipe. Enfin, après, je pense qu'il a abandonné dans le match. Il a dû se dire, c'est la merde. Mais le nouveau Alexandro, là, il était à la rue. Déjà, les matchs d'avant, je ne l'aimais pas des masses, parce que je trouve qu'il est toujours en retard. Il est physique, hein, mais il est souvent en retard. Mais là, il a fait quelques actions qui étaient intéressantes, même s'il est responsable aussi sur plusieurs débuts. Des rattrapages. À chaque fois, c'est des rattrapages. C'est jamais du placement. C'est jamais du placement. Et ça, c'est Fonté devrait être à vous placer. Si le mec, il n'est jamais placé où il faut. Si vous regardez le match, à chaque fois, le mec qui marque, au bout de 2 passes, il est tout seul. C'est pas normal. C'est stopper, bordel.
Sur les côtés, bah, ils ont souffert. Hein. Diakité, il a fait ce qu'il a pu, mais C'est pas notre un ami, droit. notre ami à gauche, comment il s'appelle déjà Ismail. Ismaili. Ismaili, je pense que c'est le match trop tôt pour lui. Il n'était pas, Bah il oui. était pas prêt. On dirait qu'il n'était pas prêt. Je rappelle qu'au match précédent, où il est rentré à la mi-temps, au bout de 10 minutes, il se plaignait auprès de Fonte comme quoi il n'en pouvait plus. Je sais. Voilà, c'est Donc, ça. le faire jouer titulaire contre Paris la semaine d'après, ou au bout d'un quart Parce qu'il d'heure, a bien 38 ans. après, au bout d'un quart d'heure, il tirait tellement la langue qu'on avait l'impression qu'il avait marché Pour le dessus. coup, non, mais c'est vrai, pour le coup, à mon avis, c'est con de l'avoir mis là. Et puis Goodmanson à droite, pour moi, c'est une connerie. Bah Mais je trouve oui. qu'il n'a pas démérité. Franchement, il a fait. Ah oui. Si vous regardez la première mi-temps, il a bien 10 appels de balles. Il fait des sprints de fou. Il est jamais Ouais, servi. sur ça, mais il vient pas beaucoup soutenir Diakité Oui, il a plus de mal là-dessus. défensivement, par contre, alors Il est quand même qu'il est là venu, pour ça. hein. Si tu regardes, il est quand même revenu défensivement. Hein. Il revient. Hein. Mais après, comment il se place dans ce milieu-là? Comment ça marche? Ouais, Ouais. À la limite, il fallait le mettre de l'autre côté. C'est au-dessus de toi, t'es lié. Le mec qui est devant toi, il est en train de presser. Qu'est-ce que tu fais? Il fallait le mettre à gauche, à la limite, il peut même mettre Bamba à droite. Déjà, tu lui compliques moins la vie. Il veut pas Bamba Ouais, à mais droite. après, je n'ai pas trouvé que ça Bah, a géré. Bamba, sinon tu le mets sur la touche. Là. Moi, je trouve. Bah, non, mais y a pas... enfin, si tu regardes le match, Stéphane, tu verras, il n'est pas servi. La Il est la jamais- touche, une mi-temps sur les deux, elle est à droite. Ah, non, mais c'est vrai. C'est ça, non, mais après, voilà, on peut en vouloir tout ce qu'on veut. Après, on peut dire aussi que moi il y a, voilà, on va les top et les flops, mais je trouve que Yazici, là-dedans, c'est pas mal sorti. Quoi. Ouais, bah, moi, j'ai bien Alors, aimé. On va Moi, j'ai attaquer bien les tops aimé. et les flops. On va attaquer les tops et les Voilà. flops. Je vous sens Avec chaud la- là-dessus. Ouais. Christophe, tu gardes la parole. Tes tops et tes flops. Et ben voilà, top, je mettrais Yazici, je trouve que ça est pas mal sorti. Je trouve qu'il a réussi à garder les ballons, à trouver des décalages. Il y a 2-3 passes qui sont un peu trop longues. C'est là qu'on voit la différence entre Yazici et Messi, mais on l'a pas payé si cher. Hein. Mais sinon, non, franchement, c'était pas mal ce qu'il a fait là en haut. Et si on veut une équipe qui joue vachement haut, il peut avoir cette place-là. Après, bon, c'est sûr qu'il y a Cabella aussi, et puis il y a éventuellement Blas, si jamais il vient, ça va être compliqué pour lui. Mais c'était pas trop mal. Et après, en top, c'était tout. En flop, bah, je mettrais beaucoup de monde. En flop, je mettrais Alexandro. Pour moi, je trouve il est trop jeune, il n'est pas encore à sa place. Il faut mettre Diallo. Diallo, il a déjà joué avant, c'est lui qui doit jouer. Après, Ismaili, je pense qu'il faut encore attendre un peu pour l'aligner. Là, ça ne le met pas en valeur parce que là, vraiment, il a vraiment trop souffert. Et même à Ajaccio, ça va pas être facile non plus. Je pense pas qu'il va débuter, donc c'est plutôt un flop sur ce match. L'autre flop, c'est un peu aussi notre ami Jardim. C'est quand même pour moi, je trouve qu'il est nul. Alors bon, Un super flop. moi, je trouve qu'il est nul depuis l'année passée, depuis 2 ans. Ouais. Depuis jouer, je trouve qu'il est nul. Donc, il nous a encore fait la spéciale. Je fais 15 mètres, je mets mes bras en proie. Et ben, ça marche pas. À chaque fois, on a vu. Il faut arrêter de faire ça. Il fait des plongeons avec des tentes inversées, c'est-à-dire qu'il plonge moins loin que là, il pouvait partir, tu vois, de sa base de départ. C'est incroyable. Le but de Messi, c'est un plat du pied. Je veux dire, si ouais. t'as Maignan, Qui roule tout doucement. t'as Ndiama, t'as Maignan, t'as Silva, t'as même peut-être Landreau, t'as pas but, faut te dire. Non, mais faut arrêter, quoi. Il en prend 2 sur le côté où il est, sur les poteaux. Voilà, c'est ça. En faisant semblant de ne pas y aller sur le côté fermé. Ouais. Bah, là, tu mets putain. Ah ouais. Ah bah attends, j'avais fait semblant. Ouais. Non, mais franchement, c'est catastrophique. Ouais. Et après, après le reste, c'est pas trop. C'est compliqué pour juger le reste. Ils étaient moyenasses, mais bon, voilà. Stéphane, je te sens. Moi aussi, j'ai bien dans la même, arrondir. je suis dans la même logique que Christophe. J'ai bien aimé Yazici. Et d'ailleurs, quand il est sorti, David n'a plus touché un seul ballon. C'était terminé. Et il courait dans le vide, donc il était le relais. Par contre, je le préfère quand il est derrière les attaquants. Quand il est sur la même ligne, bon là, il manquait Bayo, donc il était un peu plus haut et ça j'aime moins. Je trouve qu'il est moins à l'aise. Il aime bien toucher le ballon, il aime bien diriger. D'ailleurs, sur le but, il fait une super passe. De temps en temps, c'est sûr qu'il aime bien toucher un petit peu plus un peu trop le ballon, mais il faut aussi qu'il revienne dedans. Puis alors, quelle confiance on lui donne? Tu joues, mais on te vend. Mais non, on n'a pas acheté, donc tu restes. Enfin bon, c'est des trucs aussi bizarres. Mais moi, je trouve que c'est pas Blas qu'il faut aller acheter, hein, c'est Lafont. Hein. Blas, on s'en fout. T'as Cabella et t'as Yazici, tu vas t'en sortir. Hein. Mais là, Blas, c'est pourquoi? C'est pour le revendre 45 l'année prochaine, voilà, ou je ne sais quoi. Donc bon, oui, il y a des manques. J'aime bien aimer quand même André. Je trouve que c'était le seul, mais lui aussi, il a lâché. Ouais. Ça, mon gros flop, il est là. C'est-à-dire qu'il n'y a pas un leader qui a gueulé.
personne n'a gueulé, personne n'a à un moment donné haussé le ton, tout le monde a baissé les yeux et ça j'ai pas aimé du tout là-dedans. Et juste une petite anecdote aussi, je mets quand même un petit flop à Fonseca pour sa compo d'équipe, totalement merdique et à contresens. Alors j'espère qu'il rectifiera le tir, mais aussi pour ne pas avoir réagi dans le match. Je voyais Galtier, j'étais juste à côté, Galtier même à 4-0, il gueulait, il se levait, il faisait des signes, il disait va à droite, va à gauche, reviens, cours. Lui, la mèche à droite, la mèche à gauche, maquet, enfin bon, voilà, rien du tout. Moi à 2-0, mais je change, je fais quelque chose. Là, il est resté obstinément jusqu'à la 65e ou 70e. Bon, ok, bah, il a payé pour voir. Mais moi, je ne paierai pas 2 fois ou 3 fois pour voir comme ça. Hein. C'est pas possible. J'ai critiqué Châteauroux là, quand le premier match quand ils étaient contre Paris, où je me suis foutu de leur fion en disant ça y est, on a déjà trouvé le premier relégué. Clermont. Tiens, on a trouvé le premier relégué. Mais on était pire qu'eux. Dans le jeu, on était pire qu'eux. Oh non. Là, j'espère que ce n'est que Paris. Donc, bon, on s'en prendra 14 de match retour. Hein, donc, si c'est ce que disent les spécialistes, donc tant pis, ça on le sait maintenant. Mais au moins que le reste, on en reparlera plus tard. Ça y est, c'est fini. Maintenant, je veux revoir, pas ma Normandie, mais mon équipe de Lille. Hein. Ça bouge beaucoup sur les réseaux sociaux. On a, comment dire, Didier qui nous parle de Fonté qui doit compenser comme il n'est déjà pas rapide, Fabien qui nous parle d'Ismaili, Olivier aussi qui nous dit au bout de 20 minutes il était complètement cramé alors qu'il restait 90 minutes. Je n'ai pas trop compris. Ça fait 110. Ça fait beaucoup de minutes, mais Olivier avait un très bon poste d'observation. Et on a Julien Flop, les Lusitaniens, donc ici Fonte, Alexandro et surtout Jardim. On a également Julien qui complète en disant bien sûr Fonseca qui n'a rien changé alors qu'on sauverait. Et on a Olivier en flop Fonseca, en top le public. Alors je m'associe à ce top, hein, le public qui n'a, contrairement aux joueurs, rien lâché et qui a toujours été présent derrière son équipe jusqu'à la fin, malgré ce score catastrophique vécu par certains comme une humiliation. C'est pas tout à fait vrai. C'est-à-dire que le public, il y avait vraiment une ferveur générale dans le stade qui s'est éteinte. Alors après, tu as les DVE qui ont continué à chanter. Oui, mais dans les restes des tribunes… La deuxième affluence de France, j'ai lu. Après le reste des tribunes… Moi, je parlais des chants. Hein. Oui, non, mais je veux dire… Mais par contre, tu avais vraiment une grosse symbiose complète du stade avant le match qui s'est éteint naturellement très vite, quoi. D'accord. Et Didier qui nous dit on va regretter Gourvenec, peut-être pas encore tout de suite, mais en tout cas, on réabordera le sujet. Lorenzo, je te vois pressé d'en découdre. Quels sont tes tops et tes flops? Alors, mes tops, pour moi, David, il a fait un bon match. Au final, il a essayé de bouger un peu la défense du PSG. Et j'ai vu Ramos, il était un peu en difficulté avec lui. Et je mettrai aussi, et ça, je sais qu'il y a du monde qui ne sera pas d'accord avec moi, mais OK. Bah, Bamba, pour moi, il a quand même été dangereux. Après, son problème, c'est quand il faut frapper. C'est juste ça. Et à part ça, et je dirais dans les tops aussi la décision qu'a pris le club avec Bayo. Ce n'est pas pour Bayo en soi, c'est une erreur, ce n'est pas un problème. Mais c'est juste que j'ai vu des choses comme ça dans d'autres clubs où ils ont dit ouais, mais c'est le PSG, donc on le fait jouer. Après, on verra ce qu'on va dire. Et après, ça va créer une chaîne de choses. Donc, ça va enchaîner des choses négatives pour le club. Donc, c'est bien, je l'ai trouvé responsable dans cette décision-là. Alors, l'incident Bayo a deux conséquences, à mon sens. Hein. D'abord, effectivement, il y a une décision qui a été très rapide et très autoritaire. C'est, je crois, une exclusion du groupe jusqu'à preuve du contraire et une amende pécuniaire, hein, d'après les informations qu'on a, c'est 75 000 € d'amende. Tu connais son salaire, quoi, maintenant? Un mois de salaire, ouais. C'est peut-être pas tout à fait un mois de salaire, mais en tout cas… c'est la moitié d'un mois de salaire. Voilà, généralement, c'est la moitié. Ouais, mais en tout cas, c'est 75 000 € de sources confirmées, entre guillemets, comme on dit dans la presse. Il y a eu deux impacts. D'abord, on avait un joueur en moins, même s'il n'a pas été transcendant sur les deux premiers matchs, et maintenant, on sait un peu pourquoi. Donc, c'est quand même un attaquant
en moins qui était normalement titulaire pour ce match contre le PSG. Et deuxième chose, c'est que le fait qu'il ne soit pas là, ça a forcé Fonseca à faire jouer David en attaquant central. Ça veut dire qu'à droite, il n'y avait plus personne, et ce qui a amené l'arrivée de Gudmundsen à ce poste-là, un poste qui n'est pas vraiment ancien et sur lequel il n'a pas vraiment… Donc, il y a vraiment un impact sur cette sanction. Il a pu faire jouer des gros gars. Ouais, oui, c'est gros. Maintenant, la sanction est tout à fait logique et tout à fait méritée. Et en tout cas, moi, je la trouve très, très, très proportionnée et je soutiens elle est logique, sur cette décision. Mais comme disait l'article de ce matin, je ne sais plus où ils interviewaient des gars de Châteauroux, pas je dis à chaque fois je dis Châteauroux, Clermont. Excusez-moi les gars de Châteauroux. Hein. Il n'y a pas de bistrot chez vous. De toute façon, ils ne sont pas étonnés. Hein, donc, et personne n'est étonné. Hein. Même Létang. Même Olivier Létang. Moi, je me souviens d'une interview d'Olivier Létang au moment où ils ont signé Bayo. Une interview ou une déclaration, je ne sais plus, aux supporters ou aux journalistes. Et il disait qu'ils avaient eu un échange avec Bayo en lui disant on est complètement au courant de ce qui s'est passé à Clermont-Ferrand, c'est-à-dire les exactions, les conduites en état d'ivresse, des choses graves, tous ces débordements. Simplement, on te fait confiance, on t'achète 14 millions. À Lille, ce n'est pas la même chose, c'est zéro défaut. Et 15 jours après, il craque déjà. Et en plus, d'après ce qu'on peut savoir à droite ou à gauche, ce n'était pas la première fois. Hein. C'est un habitué des sorties nocturnes quasiment tous les jours. Donc, dans ces conditions, on peut difficilement être performant sur un terrain. Et autant… Au début, quand on voyait ses performances moyennes en championnat, on se disait, on était bienveillant, on se disait, il y avait la jurisprudence Jonathan David, on se disait, il faut le temps qu'il s'adapte aux jeux lillois, il faut le temps qu'il se mette en place, qu'on le trouve sur le terrain. Autant finalement, il a trouvé plus vite le chemin des bistrots que le chemin du terrain. Mais là, c'est un accompagnement médical qu'il lui faut. Là, quasiment, à mon sens. Un encadrement familial, je ne sais pas quel est son statut familial, mais voire médical, c'est un addictologue, c'est un vrai sujet. C'est un vrai sujet. Parce que aujourd'hui, on voit les réactions des réseaux sociaux qui me font doucement rire. On voit des internautes qui font « Ouais, il faut le foutre dehors, il faut le virer. » Ils sont marrants, on a payé 14 millions, donc on s'assoit dessus. Qu'est-ce qu'on fait? On est coincé. Donc la seule façon de traiter ce dossier, c'est effectivement la sanction et c'est l'accompagnement médical ou l'accompagnement, sevrage. On lui met Sylvain Armand sur le dos en permanence dès qu'il rentre chez lui. Il n'y a pas d'autre solution. Alors, avec tout ça, j'ai complètement perdu mon tour de table. Je crois qu'il reste Christophe et Georges. Non, j'ai dit mes tops et je vais dire mes flops. Yazici, je ne mets ni top ni flop, mais je dis que il doit être notre Ludovic Blas, dans le sens il doit être notre recrue pour cette année. Après, je ne le vois toujours pas concerné par l'équipe, mais plutôt concerné à faire bien lui. C'est ça que j'aime pas, Yazici. Ça se voit pas encore vraiment qu'il est à 100% dans le projet. C'est vrai qu'encore, on ne le met pas beaucoup dans le projet. Il faut attendre. Moi, pour la qualité qu'il a, s'il est à 100% et s'il est bien, s'il est concerné avec ses coéquipiers, c'est vraiment un joueur qui va nous donner beaucoup. Et dans mes flops, je mets Fonté parce qu'il ne peut pas tenir dans des matchs comme ça. Et il commence à avoir des problèmes au niveau du rythme. Je dis surtout dans des matchs comme ça, peut-être des matchs un peu plus tranquilles en Ligue 1, ça va, mais comme ça. Et là, je vous demande, est-ce qu'on a un joueur qui peut jouer à la place de Fonté? Je ne pense pas parce qu'on a Diallo derrière, mais après, je ne sais pas. On n'a pas vraiment à visser Fonté. Et l'autre flop que je mets, c'est Jardim. Mais c'est juste que je trouve qu'il n'a pas… Ouais, c'est vrai que dans des actions, il pouvait sortir, il pouvait toucher là, il pouvait sortir comme ça. Il y a des erreurs peut-être d'évaluation dans les actions, mais c'est surtout qu'il ne nous donne pas… Vous voyez, quand il y avait Maignan, c'était différent parce que tu étais tranquille. Avec lui, on ne sait jamais. Mais ça fait 2 ans qu'on est comme ça. Donc, c'est pas sa faute parce qu'arrivé à Maignan, c'est mais c'est sûr qu'il ne nous donne pas de la tranquillité, soit aux défenseurs, soit lui-même, et c'est difficile. Après 1 an et demi comme ça, c'est vraiment difficile. Je pense qu'il n'y aura pas une façon d'améliorer ça. C'est difficile même mentalement pour lui. Donc voilà, ça c'est mes 2 flops. Christophe, est-ce que tu veux nous faire part de ta sélection des tes flops et tes top 1?
Je voudrais juste revenir sur ce que vient de dire notre ami Lorenzo, notamment au niveau de la confiance. Alors, il y a un petit truc qui se passe dans la tribune, notamment un chant des DVE. Ça part d'un très bon sentiment parce que ça vient encourager un jeune gardien, un joueur du cru. Et donc, on a une chanson à l'honneur de Monsieur Chevalier, jeune homme. Voilà. Le problème, c'est que ça se fait juste à la fin de l'échauffement. Et en général, c'est l'échauffement de notre gardien Jardim à ce moment-là. Et qu'est-ce qu'il entend derrière lui? Un chant à l'honneur de Lucas Chevalier. Donc, c'est vrai qu'il y a peut-être des petites choses, on pourrait peut-être le faire un petit peu plus tôt, je sais pas, ou attendre qu'il soit rentré au vestiaire, mais à un moment donné aussi, la confiance, ça se gagne aussi avec les gens qu'on a derrière soi. Enfin, voilà, c'est juste en aparté, et voilà, ça part d'un bon sentiment. Juste, il faut peut-être choisir un autre moment que pendant l'échauffement de Jardim. C'est peut-être pas ça qui va l'améliorer. Après, j'ai un deuxième, un flop général, c'est peut-être un truc qui est indépendant de la Ligue 1, mais c'est le calendrier de la Coupe du Monde. Je pense que les équipes qui vont jouer Paris, alors j'ai la date, hein, jusqu'au 20 novembre, vous allez souffrir. Vous allez souffrir parce que je pense que ces mecs-là, au-delà de la qualité de l'équipe, ils ont un objectif tous, c'est d'être au top pour le 20 novembre. Et je peux vous assurer que cette année, ils vont pas se rater. Ils vont tous y être à la Coupe du Monde et ils vont tout faire. Et pour retrouver un autre exemple, on a un joueur que j'ai trouvé plutôt bon physiquement. Il a marqué, il s'est dépensé comme il se dépense d'habitude, mais je trouve que par rapport aux autres années, il est vraiment bien. Et lui aussi fait la Coupe du Monde, c'est notre Canadien. Donc voilà. Après, ressortir un joueur positivement, oui, David Angel aussi, comme tu le disais, François, mais pas à ce poste-là. Je pense qu'il aurait peut-être été un peu plus judicieux de le mettre plus haut et d'avoir deux vrais récupérateurs, parce que et c'est vrai qu'il a fait de très bonnes sorties, mais peut-être pas à ce poste-là, quoi. Donc voilà, c'est ce que je voulais dire tout à l'heure. Et les flops, vous avez déjà fait pas mal de tours. Georges, tu veux terminer sur le table? Ouais, écoute, tout a été dit. Donc, moi, au niveau des tops, je vais quand même mettre Bayo, quoi, parce que c'est le seul ce week-end qui a su se mettre minable. Oui, malheureusement, il avait 12 heures d'avance, mais bon. Non, sinon, d'ailleurs, je voulais dire, hein, pour que ce soit un grand attaquant de pointe, il faudra qu'il comprenne qu'on a besoin d'un baïonnette, quoi. Enfin, voilà. Donc, on l'a souligné. Alors, il y a Fabien qui, sur les réseaux sociaux, nous dit pour Bayo, c'est de la faute aux Français de Fonseca, parce qu'il lui a demandé de se déchirer et Bayo avait juste mal compris. non, et après, oui, je crois que les flops, ça a été dit, il y a des joueurs pour qui le match a été accablant, José Fonté. Ce qui est l'interrogation d'ailleurs avec Fonté, c'est qu'on sait que de toute façon, on arrivera tôt ou tard avec lui à une période où il ne pourra plus du tout suivre. On sait qu'il est quand même, il a 38, 39 ans quasiment. Et attention, parce qu'il y a le risque qu'il va faire la Coupe du Monde s'ils ont besoin de défenseur. Oui, peut-être. Mais ouais. Pas du tout. Et lui, après la Coupe du Monde, vraiment, voilà. Ça serait impossible. Il n'a pas renoncé à la sélection. Non, moi, je pense. Il y a l'équipe qui voulait y aller. Ouais, je pense que c'était un bon choix de le reconduire, mais il fallait aussi envisager le plan B, c'est-à-dire on sait que quoi qu'il arrive, même s'il ne joue pas beaucoup, ça reste un élément de vestiaire essentiel. Donc il a toute sa place et je pense que vraiment je fais partie de ceux qui étaient très heureux de le voir prolonger, mais je pense qu'il fallait se dire aussi que sur la charnière centrale, peut-être que sur le terrain, ça allait être moins. Et en effet, je crois que sur les gros matchs cette année, les matchs où il y aura beaucoup d'impact physique, où il y aura beaucoup de vitesse, ça va être compliqué. Ouais, tu as perdu Botman, hein, c'est énorme. Hein. Évidemment. C'est énorme. Moi, je pense que Fonté, derrière, oui, il faut le garder, mais il faut qu'il soit protégé. Et puis, il faut qu'il y ait du costaud autour de lui. Si ça craque de partout autour de lui, c'est sûr que. Mais bien sûr. Là, il pourra pas. Bien sûr. C'est le problème, c'est qu'on avait. Le remplacement de Botman, c'est Thiago Diallo au départ. Hein. Je pense que c'est Christophe qui disait ça. On aurait mieux fait de laisser Diallo. Ouais. On n'arrête pas de le mettre à gauche. Alors que là, sur ce match-là, à la limite, même en évoquant un schéma tactique différent, une défense à 3 avec Fonté derrière et puis Diallo et Alexandro qui sont devant, ça aurait peut-être été plus sécurisant. Et là, il aurait fallu, déroger au principe de Paulo Fonseca. Oui, mais ça renvoie aussi à tout l'équilibre du truc parce qu'il a remis justement, d'ailleurs, Diallo à gauche à Nantes, et ça a de nouveau été pour des raisons qu'on avait évoquées ici l'année dernière, hein, où il joue vraiment contre nature à gauche, ça a de nouveau été catastrophique à Nantes, parce que il n'est pas du tout dans son élément, en effet, c'est un joueur central. Ce qui interroge aussi, parce qu'à gauche, finalement,
il nous en reste qu'un seul vrai qui est Ismaili et qui manifestement va avoir besoin de temps pour. On est toujours au même problème, quoi, en fait. Voilà. Et moi, c'est pour ça, hein, je continue à voir au niveau du mercato l'idée qu'on s'étoffe énormément sur des joueurs à vocation offensive. Et je me dis, mais la faillite, elle risque d'arriver derrière, quoi. Et on l'a vu contre Paris. Le problème, voilà, il n'est pas du tout dans la créativité. Moi, j'ai vu des phases très intéressantes, mais il est vraiment dans la solidité du milieu et la solidité défensive. Et c'est là que je ne vois pas de nom, je ne vois pas. Moi, je ne suis pas sûr aujourd'hui qu'on ait besoin d'un Ludovic Blas. Je ne suis pas sûr qu'on soit obligé d'aller chercher Laborde à Rennes. Ce n'est pas ces profils-là dont on a besoin. Et quand bien même, je veux dire, j'ai compris la philosophie de jeu en même temps, on ne va pas cracher sur ce qui est acquis. On s'est régalé contre Auxerre. J'ai vu plus de jeux que j'en avais vu quasiment la saison passée. Mais on sait aussi que quand on va être dans des matchs un peu rentre-dedans, et Dieu sait que des adversaires comme ça, on va en avoir, je pense qu'on a besoin aussi de Taulier, que André ne pourra pas tenir la baraque tout seul. André, que j'avais aussi envie de mettre en top, même s'il a fini par s'éteindre parce que il était tout seul arrêté un tsunami, quoi. Donc voilà, et les flops, la charnière centrale. La défense, globalement, je pense que les 4 de derrière, parce que ça prenait l'eau au milieu, mais ça prenait l'eau aussi sur les côtés, ça prenait l'eau de partout. Alors, vous vous êtes exposé sur les défaillances individuelles ou collectives des joueurs. On a évoqué Fonseca et son coaching. Moi, je voulais vous poser cette question en développant un petit peu avant. Comme d'habitude, je ne peux pas poser des questions courtes. Souvent, mes questions, elles font 17 minutes et vos réponses, elles doivent faire que 30 secondes. Est-ce que ce match, finalement, ce n'est pas une défaite monumentale de Paulo Fonseca face à la tactique de notre ami Christophe Galtier? Je vais prendre 2 exemples. Je vais prendre 2 exemples qui me font dire ça. Le premier exemple, c'est le premier but qui, moi, m'a choqué à un point vraiment extrême. C'est-à-dire que nous sommes sur un match qui est préparé contre l'ogre du championnat Paris Saint-Germain, qui est préparé avec beaucoup de soin depuis une semaine. On ne parle que de ça. On met en place la stratégie, l'organisation, et en fait, on se prend un but qui ressemble finalement au coup du berger. C'est comme s'il y avait Kasparov aux échecs qui se prenait un coup du berger par son adversaire. On prend un but qui est complètement ridicule sur une phase de jeu, en plus, où Paris a le ballon. Donc, c'est-à-dire que normalement, ils vont passer. Ce n'est pas à nous de monter tout de suite. Donc, il y a cette volonté finalement de monter et de nous mettre en danger. Et Galtier, ça, il l'a vu tout de suite. Hein. Il connaît bien sûr les qualités et les défauts de chacun. Il sait que José Fonte, aux 100 mètres, hein, il ne sera pas champion olympique, hein, c'est clair, mais pas que. Lui, il a analysé les matchs. Et donc, contrairement finalement à ce que semble dire Paulo Fonseca dans son interview d'après-match, où il dit que lui, peu importe l'adversaire, il y a ses principes de jeu, il y a son organisation. Donc, on imagine que il met en place ses joueurs, il met en place ses schémas de jeu, sans regarder finalement qui est-ce qui est en face. Or, on ne joue pas de la même façon contre Auxerre que contre finalement le Paris Saint-Germain. Non, ils sont 17 dans le staff, ils ont des analystes vidéo de la mort, ils ont des trucs et des bazars. À quoi ils font alors moi j'ai l'impression que où on s'est aussi affaibli, c'est dans le staff. Je trouve que quand on était en 2021, là, on avait un staff d'enfer qui avait été ramené par Campos. Aujourd'hui, là, et maintenant, on leur interdit le coca, on leur interdit le truc, mais nous, ça devrait être pareil. On est dans le top 5, top 8 des clubs français. Il faut que ça vive de cette manière-là. Là, on a l'impression qu'on est reparti il y a 25 ans. Là. Bientôt, on va jouer, un petit peu l'avocat de Fonseca. Je pense que ma question, je voudrais juste poser ma question définitivement, c'est est-ce que le projet Fonseca, vous y croyez encore? Ou est-ce que vous vous dites, finalement, je vais schématiser de façon volontairement finalement caricaturale, un entraîneur qui prône du jeu offensif en faisant jouer des joueurs qui ne sont pas à leur poste et en restant arqué sur ses principes défensifs sans regarder l'adversaire. On en a eu un il y a quelques temps et il avait une glacière à ses pieds. Est-ce que vous ne craignez pas finalement qu'à un moment, s'il reste
obtus et coincé dans ses schémas tactiques offensifs, sans Bah, regarder l'adversaire, on risque pas d'avoir un accident industriel comme on a connu de toute avec, façon, il ne va pas y rester longtemps. avec Tu perds Bielsa. tu perds contre Ajaccio, tu perds contre Nice. Je veux dire, là, les champs ne sont plus les mêmes. Hein. Ça va aller vite. Hein. Mais- Qu'est-ce que vous en pensez sur les je réseaux mets un sociaux? bémol. Je vous propose Ah oui. de réagir et vous mettez des hashtags. Alors, ça va faire plaisir à Julien qui nous écoute. Si vous croyez au projet Fonseca, vous mettez hashtag Fonseca. Si vous n'y croyez pas ou si vous êtes sceptique, vous pouvez mettre un hashtag Défonseca. Donc, allez-y. Alors, qui veut prendre la parole? Bah, il y a quelqu'un. Non, moi je voulais revenir là-dessus quand même. Son corps défendant rappelait que les 3 matchs précédents du PSG, ils ont affronté 3 équipes qui ont mis le bus et 3 équipes qui se sont fait exploser. Je pense aussi en ce moment, il faut se rendre compte d'une chose, juste d'une chose toute bête, c'est que on sait depuis toujours, et plus cette année qu'avant, le PSG c'est une Formule 1. Qui est dans une cour de karting. Seul problème qu'a eu le PSG depuis toutes ces années, c'est qu'à chaque fois, il y avait un pilote qui ne savait pas gérer cette Formule 1, parce que c'est une Formule 1 très capricieuse, c'est une Formule 1 très compliquée. Et là, on a un mec, manifestement, c'est que sur 3 matchs, mais qui a déjà réussi à obtenir des résultats comme aucun de ses prédécesseurs ne l'a fait. Et ça, ça rend, de toute façon, cette équipe actuellement injouable. Il faut quand même se rendre compte des stats. 5-0, 5-0, 5-2, 7-1. Oui, non, peut-être qu'après, bon, la solution, c'était à 4-0, allez hop, on met le bus pour limiter la casse. Mais ce que je veux dire de ce point de vue-là, moi, je pense qu'il n'est pas incompatible. Tu prenais l'exemple de Bielsa, moi, il me paraît un peu audacieux, parce que Bielsa, je pense que son vrai échec, ça a été l'idée d'un projet complètement mégalomane et fou, d'amener des jeunes joueurs qui n'avaient aucune expérience. Il y a une équipe de gamins qui étaient complètement paumés sur le terrain. Là, ce n'est pas la même problématique. Il n'empêche qu'il n'est pas incompatible de garder, parce que moi, j'aime bien le spectacle. J'y vais aussi pour le spectacle. Une configuration de jeu aussi offensive, j'adore, je monte. Mais je pense qu'il y a besoin d'un socle et d'une assise plus importante, et notamment peut-être dans les matchs où on sait qu'on va être confronté. Auxerre, on l'a vu, on a su les tenir, même si d'ailleurs, après l'heure de jeu, finalement, on a aussi un petit peu souffert. On oublie, on encaisse un but et ça a été plus compliqué. On s'est simplifié le match tout de suite. Mais Je rappelle que pour Auxerre, j'ai rien contre Fonseca, je le dis tout de suite, hein, je vais rester confiant dans le projet, mais j'avais donné mon flop à Fonseca parce que j'avais trouvé qu'il avait coaché très tardivement, alors que ça faisait déjà 20-25 minutes qu'on avait un peu moins le ballon et qu'on laissait les Auxerrois prendre possession du jeu et être dangereux. Et j'avais trouvé un peu surprenant qu'il attende la 85e pour faire ses remplacements, et notamment d'Angel Gomez, hein, dont je donnais des louanges tout à l'heure et qui était complètement cuit à partir de l'heure de jeu sur le match d'Auxerre. Je réponds vu que je pense d'être l'autre un peu l'avocat de Fonseca, j'imagine, avec ce souci. Et non, moi je trouve qu'il a fait une évaluation un peu ratée dans le sens que il a pensé qu'il pouvait faire un match égal avec le PSG, peut-être avec ce qu'on avait proposé, les premiers 2 matchs. Je sais que peut-être, comme vous disiez, c'est un entraîneur, il a son staff, quelqu'un qui lui conseille un peu, non, par rapport à l'adversaire, comment jouer. Donc, il a juste un peu raté. Il a été un peu peut-être exalté, je ne sais pas, mais c'est juste ça. Pour le reste, je reste convaincu qu'on va proposer quelque chose de bon. Et sur le fait que peut-être il a mis des joueurs qui n'étaient pas à leur poste, moi j'attendrais juste d'avoir toute l'équipe et de voir son équipe type avec tous les joueurs disponibles. Après, là, si on va voir le Gudmundsson, les droits, toutes les choses comme ça, on va en reparler. C'est juste qu'il a eu même beaucoup de blessures ou des gens qui n'étaient pas là. Cabella et Bayo n'étaient pas là cette semaine. Donc, il n'a pas eu la possibilité encore, selon moi, de mettre son équipe type. Par exemple, si Yazidje ne part pas, on verra qu'est-ce que ça donnera, si ça sera titulaire ou pas. Donc, c'est juste, selon moi, qu'il faudra attendre un peu de voir un peu, d'avoir toute l'équipe ou au minimum une grosse partie de l'équipe disponible pour voir c'est quoi son équipe type. J'en profite pour vous saluer parce que je vais partir. Je sais que vous ferez le jeu. En fait, c'est quoi le résultat pour le prochain match et tout ça. Pour moi, le LOSC, il peut gagner 2-1 ou 3-1 à Ajaccio. Je suis très, très, très convaincu encore. Donc, moi, ce n'est pas des Fonseca, mais c'est encore Fonseca. Donc, j'en profite pour l'instant, on a 2 Fonseca sur le tour de table. Donc, merci Lorenzo. Certainement la semaine prochaine ou bien à bientôt. En tout cas, tu sais que tu as ta place réservée au bistrot d'Aller le LOSC. Et n'oubliez pas, @DogsItalia. Allez suivre ce compte sur Twitter et sur Instagram. Twitter, Instagram, Dogs Italia.
Ok. À la prochaine. Ciao, les Merci, gars. à la prochaine. Alors, je profite de cette coupure. Je profite de cette coupure. J'ai pas encore lancé le jeu le jeu de la semaine pour gagner une place en tribune active avec les piliers du bistrot pour assister au match Lille-Nice le mercredi 31 août, si je ne dis pas de bêtises. Donc, c'est l'heure du jeu. Nous avons assisté dimanche à la plus grosse défaite du LOSC à domicile en championnat de Ligue 1. Donc, je vous rappelle le score, 7-1. Avant ce match, quel était le match qui était la plus grosse défaite du LOSC en Ligue 1 à domicile dans l'histoire du club? Est-ce que vous pouvez le retrouver? Alors, je vais vous donner des pistes. Il y a eu un article de nos amis de Drogue, Bière et Complot contre le LOSC qui est ressorti il n'y a pas très longtemps. Donc, la réponse est dans cet article. Donc, l'adversaire, le score, et si vous avez la date, c'est la cerise sur le gâteau. Voilà, donc vous pouvez réagir. Le premier qui répond sur les réseaux sociaux, remporte cette place. Alors, il y a beaucoup de réactions sur les réseaux sociaux. Visiblement, mon lancement avec mes hashtags Fonseca et Défonseca a porté ses fruits. Donc, alors je vais avoir du mal à tout dire, hein, mais on a Parlons LOSC qui nous dit avec Bielsa, c'était des nouveaux joueurs, et pour le coup, ici, pas du tout. Julien qui nous dit Bielsa, s'il veut mourir avec ses idées, c'est potentiellement dangereux. Mais lui aussi met en avant le remplacement des joueurs qui sont partis, qui n'est pas effectivement à la hauteur. Renato n'a pas été remplacé, Botman, Renildo, Tchenik. Oui. Son projet, Olivier qui nous dit que son projet tient si on a une bonne défense et on n'en a pas. D'ailleurs, je veux rebondir sur un tweet qui avait été fait par Stéphane Guy, un journaliste de Canal+, si je ne dis pas de bêtises. Alors, son tweet, je ne le partage pas du tout. Ouais, je ne le partage pas du tout sur la forme, parce qu'il emploie des termes outranciers qui, pour moi, sont complètement déplacés, qui nuisent à la crédibilité de son analyse. Il parle je n'ai pas tout noté, mais enfin des mots qui sont quand même assez forts, grotesques, enfin des choses comme ça. Par contre, il a cette analyse en disant comment on peut jouer avec une défense très haute, avec finalement un José Fonte qui a 38 ans et un gardien qui reste attaché sur sa ligne. C'est la vraie question du jour. Et c'est la question... qu'il y a un Mbappé entre les deux. Et c'est la question tactique. Aujourd'hui, n'importe quel entraîneur de la Ligue 1 peut regarder le tuto vidéo comment battre le LOSC. Il se trouve facilement. Vous allez sur YouTube, vous tapez résumé LOSC PSG et vous voyez comment il faut faire. Il suffit de envoyer le ballon droit devant et vous avez un coureur à pied qui part. Et a priori, dans ce cas-là, il a une chance sur deux de marquer un but. Donc, je pense que on est un peu dans le schéma. 300 sur 4 de marquer un but. Je reprenais l'analogie avec l'époque Bielsa, c'était la même chose. À l'époque, au bout d'un ou deux matchs, ils avaient compris qu'il fallait passer au-dessus des arrières latéraux qui étaient trop en avant, finalement, qui avaient envoyé quelqu'un qui court vite et qui allait vers le but et qui marquait. Donc, est-ce qu'aujourd'hui, justement, cette stratégie, elle est adaptée au LOSC par rapport à l'effectif dont il dispose? Est-ce que ça nécessiterait finalement un mercato, d'un recrutement? Sur quel poste? Qu'est-ce que vous en pensez? Est-ce que vous êtes hashtag Fonseca ou hashtag des Fonseca? Un autre article aussi du Luc là, dans l'équipe qui est très bien et qui met un petit mot là sur. On t'entend pas très fort. Oui, allô. Ouais, il y a un autre petit article du Luc dans l'équipe qui dit le projet de Fonseca interpelle sur son incapacité à s'adapter aux circonstances. En entendant l'entraîneur portugais a donné un sérieux coup de main à son homologue parisien. Est-ce que ce sera dans les habitudes? Point d'interrogation. C'est un résumé de ce qu'on dit, quoi, en fait. Alors, Fabien a suivi mes conseils, il a tapé LOSC PSG sur le net et il est tombé sur un tuto sur la boucherie. Donc, j'ai peut-être dit une connerie, hein, je ne sais pas. Sinon, la réponse à la question a été donnée par Olivier. La réponse, c'est en fait Lille Racing Club de Paris, 1-6 en 58. C'est plus exactement le 27 août 1958. C'était la plus grosse défaite à domicile, parce qu'à l'extérieur, on a fait des 9-1 ou même un 7-0 en amateur contre Lens. Hein. Il y a des. Même en amateur, ils sont plus forts que nous. C'est pas faux. Donc voilà, est-ce que vous croyez
encore donc à cette tactique de Fonseca, ou est-ce que vous pensez que les entraîneurs adverses vont envoyer des saucisses au-dessus de la défense lilloise pour pouvoir faire marquer leurs attaquants rapides? Une des grosses problématiques, c'est ce qu'on disait aussi, c'est que pour faire ce qu'il a, est-ce qu'il a le matériel de pouvoir le faire? Et là, aujourd'hui, je ne pense pas. Il n'a pas les joueurs. Où il faudrait renforcer, d'après toi? Défensivement, à gauche, dans l'axe, à droite, au milieu. Ouais, non, mais c'est sûr. Avant de prendre des attaquants, on a Weah qui est encore sur le. Enfin, il y a du monde. Donc, mais derrière, non, c'est super jeune. Diakité, c'est pas son poste arrière droit. Donc, on avait Jedaka, il joue déjà plus. Donc, je sais pas pourquoi. Mais non, là. Et t'as des mecs comme Sidibé qui sont au chômage là et qui pointent à l'UNFP là. T'en as un paquet. Xeka, pourquoi on le reprend pas, Xeka? Il est aussi au chômage là. Donc, il faut peut-être des fois savoir ranger sa fierté dans sa poche là. Et puis, mais t'as du monde qui coûterait pas si cher que ça. Mais aujourd'hui, il faut des mecs qui mettent le pied, un ou deux leaders. Et là, on les a pas. Je trouve que même ceux qui sont rentrés, ils n'ont rien apporté. Bon, après, c'était déjà cuit, mais je trouve que l'effectif, là, il est très, très léger. Très, très léger. Alors, je pense qu'il reste encore Georges et deux Christophe à évoquer sur ce sujet. On va commencer par le premier Christophe, Christophe D. Qu'est-ce que tu penses? Est-ce que tu es hashtag Fonseca, hashtag défonseca? Non, moi, je suis partagé. Franchement, après le match, forcément, j'étais défonseca. Mais ce qui est bizarre, c'est qu'on a vu une équipe apathique contre Paris. Alors, putain, c'est le plus gros match de la saison. Ils ont pris des buts. L'image, c'est le gardien, il se prend un but, il se relève, il remet ses manches, et puis c'est reparti, quoi, pour le prochain. Allez, vas-y, viens. Tu vois, c'est vraiment extraordinaire d'avoir une équipe qui peut prendre des buts comme ça sans s'engueuler. Tout à l'heure, je ne sais plus qu'est-ce qu'on parlait, mais Paris a pris un seul but. Sur le but qu'ils ont pris, Donnarumma, il a incendié toute sa défense. Qu'est-ce que vous foutez? Pourquoi vous ne suivez pas, machin? Nous, on prend des buts. À la limite, Jardim, il a le droit de dire au mec comment ça se fait que le gars il a fait 20 mètres avant d'arriver sur moi et toi, qu'est-ce que tu fous, toi? Et ça se fait pas, ça se passe pas. Et pour moi, c'est pas ça dans une équipe. Une équipe qui n'a pas de réaction, qui se parle pas entre elles et qui va pas jouer, c'est pas ça du tout. Et ce qui est bizarre, c'est que le match contre Nantes, où on perd 1-0, on arrive à revenir, on a 10 minutes dégueulasses derrière, on peut reprendre un deuxième, mais derrière, on remonte le match et puis on fait une deuxième mi-temps superbe, on s'était repris, quoi. Là, j'ai l'impression qu'on a joué gentiment. En fait, j'ai l'impression que le discours en vestiaire de Fonseca, c'était de dire de toute façon, aujourd'hui, on va perdre. Alors, il faut bien jouer au football. Il faut faire du propre. On va jouer propre. Mais de toute façon, le match est perdu. C'est pas grave. Parce que les joueurs, ils ont fait des actions. Ils faisaient une action. Bon, ils tiraient. Pas tirer. Moi, je suis Donnarumma. Je pense que j'ai arrêté les mêmes buts que lui. Les passes au gardien, c'est facile. Non, mais je veux dire, ils ont joué. Ils ont fait des actions. C'était pas mal. Et puis c'est bien, on se replace. Ah, on a pris un but. On engage, voilà. Et elle est où la réaction d'orgueil? Elle est où D'ailleurs, Stéphane en parlait en début d'émission. À quel moment on a vu des joueurs mettre des taquets, s'énerver, tout ça? Si on a vu Ramos s'énerver, plus d'un taquet, il prend un carton jaune. Mais lui, il n'y a pas de raison valable de s'énerver, quoi. Mais c'est franchement incroyable qu'on n'ait pas eu de réaction de joueurs, qu'on n'ait pas eu. Et on n'a pas. Alors, des meneurs dans cette équipe, on en cherche toujours, mais là, on en a plus, c'est sûr. Font, il s'est éteint. Bon, après, derrière, il n'y a personne qui a de crédibilité. André, il pourrait le faire, mais il ne l'a jamais fait. Donc, il ne le fera jamais. Donc, je pense qu'il y a un gros souci dans l'état d'esprit de cette équipe. Et quand je vois l'entraîneur qui sort du match avec la mèche raquée sur le côté et le petit blazer en disant « Je trouve qu'on a fait un bon match », moi, ça me déprime. Ça me déprime. Je dis, putain, c'est bordel. Sérieux. T'as fait un bon match, t'es content? T'as pas vu regarde le score, regarde. C'est la plus grosse défaite de Lille. Bah ouais. Moi, je m'attendais à un truc. Merci aux supporters qui nous ont. Et je suis désolé, mais j'ai honte ce soir du résultat qu'on a donné. Voilà ce qu'il devait dire. On a vraiment l'impression, chez les joueurs et chez le staff technique, voire même chez certains supporters, parce qu'il y en a beaucoup qui disent ouais, c'est contre Paris, comment dire, il n'y avait pas 3 points de programmés, c'est pas grave, on se sera mieux la prochaine fois. Moi, je suis désolé, 7-1, c'est quand même un score qui
qui est énorme. Hein, c'est énorme. Ah oui, mais c'est la plus énorme. grosse défaite de la vie du LOSC à domicile. Ben, naturellement. Et 7-1, on en parlera tout à l'heure sur le match d'Ajaccio, c'est pas forcément un score qui ne va pas laisser des traces dans la tête des joueurs. Et, Ça va pas et même se dans les autres remonter équipes. facilement. Dans les autres Oui, équipes. et on a l'impression que non, finalement, c'est tout, on tire un trait sur le match et on va remettre du jeu contre Ajaccio, contre les prochains adversaires, et ça va fonctionner, on va reprendre le train en marche. Là, il faudra le faire. Hein. Et on verra tout à l'heure quand on parlera du match d'Ajaccio, il y a beaucoup d'indicateurs qui montrent que ça risque de ne pas être si facile que chacun veut le croire. Et moi, j'étais le seul à avoir pronostiqué la défaite. Hein. Mais j'avais dit 4-2. 4-2, ça me paraissait raisonnable. Pas Moi, ça. moi, j'avais dit branler. Hein. Non, t'avais dit non. On va revenir sur l'émission, t'avais dit. Ah non, mais juste avant le match, juste avant le match, j'avais pas donné mes pronostics en vidéo. Pas l'émission. Christophe C, est-ce que tu veux rajouter quelque chose à cette analyse de la tactique de notre ami Fonseca? Je voudrais juste revenir à la genèse de ta question. Si tu t'en souviens, elle était vers 20h15 à peu près. Tu parlais de principe de jeu. Et je pense qu'on lui a peut-être vendu quelque chose de très beau. Je ne sais pas quel marié on lui a vendu sur ce coup-là, mais je pense qu'il va falloir lui laisser un petit peu de temps pour s'adapter. Tu parlais d'identité de jeu. Je pense qu'il y a plein d'équipes en Europe qui ont notamment, enfin, des équipes, voilà, je vais prendre des cas extrêmes, mais l'Ajax a une identité de jeu, l'Atlético de Madrid a une identité de jeu. Et sincèrement, je préfère voir, effectivement, ça m'a fait mal au cul dimanche, mais je préfère voir une équipe de Lille qui se plante contre le PSG. Mais encore aller au match et voir des choses comme on a vu en début de championnat. La première journée était vraiment sympa. Le match à Nantes, ça a été compliqué au début, mais ils se sont bien pris. Et c'est vrai qu'on a eu des entraîneurs aussi qui avaient une identité de jeu. Je vous rappelle qu'on a fait des très bonnes choses. On s'est qualifié, je pense, pour l'Europe avec René Girard. L'identité de jeu, c'était on marque un but et tous derrière et on se faisait chier au stade. Alors, effectivement, j'espère que ça va progresser. On va laisser le temps, que ce soit au coach et aux joueurs. Et les deux doivent s'adapter. Je pense qu'il y aura un temps d'adaptation voilà, indispensable. Mais voir du foot, voilà, on a vu des bonnes choses. Il ne faut pas tout jeter sur le match de Paris. J'espère qu'on va laisser le temps. Voilà, c'est pas du tout mon propos. Je rappelle que l'année dernière, j'ai soutenu Jocelyn Gourvenec jusqu'à la 38e journée. Je peux bien attendre 4-5 journées pour soutenir Fonseca. J'ai pas de sujet avec ça. J'espère que le scénario c'est un accident et on repart en avant avec finalement des principes de jeu qui sont effectivement intéressants va se réaliser. Et j'espère simplement que ce 7-1 n'a pas cassé quelque chose. Je veux juste revenir aussi sur je ne sais plus qui parlait de meneur dans cette équipe. On a aussi peut-être beaucoup souffert de l'absence de Cabella, qui a l'air de s'imposer en tout cas comme un leader de vestiaire. Je pense notamment à son intervention sur les réseaux sociaux pour soutenir Bayo. C'était plus, à mon sens, à José Fonte de faire ça que Rémi Cabella. En tout cas, il l'a fait. Ça démontre qu'en tout cas, il s'est intégré dans le groupe et peut-être qu'il a manqué un peu plus qu'on peut le craindre sur ce match de Paris. Et sur le terrain aussi, si vous reprenez les images des matchs d'avant, que ce soit Auxerre ou Nantes, il intervient énormément, il replace que ce soit les attaquants. Enfin voilà, il intervient beaucoup sur le terrain et je pense que c'est plutôt intéressant. Voilà. Alors, parlons LOSC sur les réseaux sociaux. Je pense que tu peux mettre toute tactique que tu veux en place. Le PSG est injouable. Je pense surtout qu'il faut regarder sur les autres équipes. C'est un peu notre même conclusion. Oui. Georges, est-ce que tu vas dans ce sens? Moi, je suis complètement sur cette ligne-là. D'ailleurs, tu fais référence à… On a eu un autre entraîneur qui avait vocation à un jeu très offensif, qui s'appelait Rudy Garcia. Et ce match de Paris me fait écho à un autre match qu'on a vécu avec Rudy Garcia, où on s'était fait aussi méchamment toller. Je crois que c'est Christophe c'était à Munich, le match à Munich, où on a été puni de la même façon, c'est-à-dire qu'on en prend 6, mais si on en prend 10, c'est pareil. C'est-à-dire qu'à un moment, on avait face à nous un rouleau compresseur. Moi, encore une fois, Dieu sait la version que je peux avoir pour le PSG, pour le Qatar, mais moi, cette équipe m'impressionne vraiment et c'est la première fois que je le dis. Je pense que cette année, ils ont les armes pour aller jusqu'au bout en Ligue des Champions. Et ils seront au niveau de City, au niveau du Bayern, au niveau du Real. Alors que ça, jamais, je le pense. Il y a vraiment une équipe extrêmement forte. Il y a ça aussi, je veux dire, même si, évidemment, j'ai entendu le manque de réaction, le manque de personnalité que j'ai perçu dans l'équipe, les manques au niveau de l'assise défensive, mais on ne va pas tout remettre en question maintenant. Moi, ce qui m'interroge plus, peut-être, de toute façon, ce match, quoi qu'il arrive, il aura un impact.
Il aura un impact. Ou l'équipe, il y a une réaction à Ajaccio, ou ça s'enlise. C'est forcément un match vis-à-vis duquel il y a un avant, il y a un après. Mais je veux revenir là-dessus, pas oublier, en effet, on a fait le lien, il y a eu 2 matchs avant. 2 matchs au niveau du football, on s'est régalé parce que on cartonne quand même au Auxerre. Et je pense qu'à Nantes, s'ils n'ont pas le gardien de but qu'ils ont dans les buts, on peut refaire le même score que face à Auxerre. C'est-à-dire que voilà. Et maintenant, il n'empêche qu'évidemment, on évoquait le cas du gardien de but. Question qui va se poser. En effet, je pense que Jardim, d'ailleurs, c'est plus encore un problème, comme on l'a avec Gribic, et moins marqué, mais de présence dans les 18 mètres. C'est vraiment cette présence qui manque. Et en plus, c'est revenu un an en arrière, le même match, le même score, donc, les mêmes notes dans l'équipe. Voilà. Sauf que le 5-1 de l'année dernière, il est clairement pour Gribic. Il perd le match tout seul. Jardim n'est pas le seul responsable. Année... Non, c'est ça. De la défense. Mais en effet, on posait la question, s'il y avait eu Maignan, s'il y avait Maignan, on en prenait peut-être 4. S'il y avait eu Chevalier, on en prenait peut-être 5. De toute façon, Jardim ou son Jardim, ce match-là, on le perdait. Aussi parce que Paris, actuellement, est injouable. Je pense qu'il n'y a pas une équipe en Ligue 1 qui peut espérer les affronter actuellement. Christophe l'a bien dit, il y a l'avant et l'après Coupe du Monde. Jusqu'en novembre, les mecs qui vont affronter cette équipe-là vont vivre un calvaire, y compris en Coupe d'Europe. Parce que je pense que pour l'instant, Galtier, il tient son groupe. On l'a vu, pas oublier, moi je m'étais dit avant le match, tiens, bel espoir, la petite brèche qui se crée entre Mbappé et Neymar, parce que le gamin fait son caprice, peut-être que ça va imploser le vestiaire. Paf, il a réussi, Galtier, à désamorcer le truc. Ce qu'a jamais réussi à faire un très grand entraîneur, même comme Tourelle, Galtier, il a réussi à éviter que le vestiaire ne pourrisse pas. Donc, il y a ça aussi, on ne peut pas remettre en question sur ce match-là. Par contre, on pourra s'interroger vendredi, enfin, pas sur la transition maintenant, mais vendredi, il y a un match qui est un peu un match traquenard, et c'est un match sur lequel on aura aussi peut-être des enseignements plus aboutis que sur ce… On va y venir tout de suite après. Juste une autre remarque qui avait été faite sur la page Facebook du Bistrot d'Alelos, c'était Bruno qui nous disait, qui parlait de Jardim justement, et de son absence, sa sortie hasardeuse, notamment sur le premier but, et qui nous demandait pourquoi on n'est pas allé chercher, quitte à faire… à mettre Chevalier en deuxième gardien, un gardien expérimenté. Il y avait notamment Costil qui était sur le marché, qui pouvait faire monter en puissance peut-être. Voilà, c'est le sujet Costil du gardien. Costil, les scores fleuves, il connaît. Hein. C'est pas faux, c'est pas faux. Mais alors la question, c'est du gardien va se poser très très vite. Hein, quelle que soit l'analyse finalement globale, est-ce qu'il y a des responsabilités individuelles et collectives? En tout cas, on va suivre ça de près. Et c'est vrai que on a la chance finalement d'avoir un Lucas Chevalier qui, même s'il n'a jamais fait ses preuves en Ligue 1, a fait une saison qui est très probante en Ligue 2 à Valenciennes et qui a démontré qu'il avait en tout cas un jeu où il savait sortir. En défenseur central. Il sait sortir, il sait couvrir ses défenseurs, il sait… comment dire, il est très véloce sur sa ligne et sur les arrêts. Et il a en plus une relance à la main très rapide, un peu l'école Maignan certainement. Donc, c'est vrai que c'est un joueur que tout le monde ici à Lille attend parce que c'est un joueur du cru qui est fort sympathique et qui a la tête sur les épaules. Mais il faut savoir que si aujourd'hui il y a une décision qui se prend dans ce sens-là, ça veut dire qu'il faut se séparer de Jardim. Hein. Ça veut dire que c'est la fin de la carrière de Jardim au LOSC, clairement. Ça, c'est con. Il ne s'en remettra pas. Je sens beaucoup de regrets dans… On ne va pas l'envoyer de l'Atlético. Tout à fait. Alors, on a Leif qui reprend, Leif sur les réseaux sociaux qui vient d'arriver. Il n'a pas entendu le début de l'émission, mais il reprend ce que disait, je crois que c'était Christophe, en disant comment on peut mettre Jardim en condition avant le match quand, dès le début, les DVE chantent « Il habite pas loin, c'est notre numéro 1, Lucas Chevalier ». Donc, là, il reprend, mais je l'ai vu arriver il y a 5 minutes, donc il n'a pas entendu ta remarque, Christophe, en début d'émission. Je peux rajouter juste une chose. Une autre qualité de Chevalier, c'est qu'il sait s'imposer, et que ce soit Fonté ou un autre, s'il a un truc à lui dire, il va lui dire, parce que je pense que c'est un jeune homme qui a vraiment beaucoup de charisme. Absolument, il a du charisme et il a une analyse intéressante des choses. Moi, j'ai eu le plaisir de l'interviewer sur le site officiel du LOSC
sur une opération qu'ils faisaient l'année dernière avec des joueurs, et je l'interviewais avec quelqu'un du Chagno notamment, et c'est vrai que j'avais apprécié finalement son analyse, ses propos, et finalement sa vision du foot, et notamment son amour pour le LOSC qui n'a jamais démenti. Bon, Mais oui. ne serait-ce que sur justement le fond de jeu proposé par notre entraîneur actuel, il y a plus de cohérence à mettre un gardien de but qui soit justement cette espèce de jeu un peu comme Chevalier, c'est-à-dire qui sait jouer très haut, extrêmement haut, qui n'a pas peur de sortir, plutôt qu'un gardien de zone de handball où justement c'est là que tu laisses des espaces pas possibles entre la défense. Donc forcément, je ne comprends même pas par-delà la qualité intrinsèque des deux gardiens, il y a beaucoup plus de cohérence à avoir un mec comme Chevalier qui est très présent, enfin qui me rappelle un peu Maignan, qui va au-delà qui est un vrai gardien de zone et de zones assez élargies, qu'un gardien de but qui est sur sa ligne et qui peut vite nous mettre en péril, quoi. Alors je suis désolé, on aurait pu faire un hashtag Jardim et un hashtag Desjardim, mais on n'avait pas le même jeu de mots, ça fonctionnait pas de la même façon. Défoncer Jardim. Voilà, je vous propose, on a fait le tour, il est déjà 21h53, on a beaucoup parlé de Sony PSG. Je vous propose de passer à la deuxième partie de cette émission, mais finalement, on ne va pas être très loin de la première parce qu'on va analyser le match d'Ajaccio sous l'angle, est-ce l'adversaire idéal pour se relancer? Comment vous voyez ce match d'Ajaccio? Est-ce que vous croyez que finalement le LOSC va tirer un trait sur cette mésaventure parisienne et va reprendre sa marche en avant? Ou est-ce que vous pensez, vous craignez que ce match de Paris va laisser des cicatrices dans le jeu lillois, surtout dans un stade où, comment dire, la pelouse, même par rapport à celle de la Decathlon Arena, ressemble plus à un champ de patates qu'à un tapis de billard, et donc ne va pas favoriser finalement le jeu offensif, et où on aura en face de nous des Corses qui vont pas forcément se vexer si on prend le monopole du jeu et vont nous attendre avec le couteau entre les dents. Comment vous voyez ce match? Qui veut commencer? Qui veut démarrer ce tour de table? Je vous regarde. Personne ne réagit. Allez, Christophe C. Christophe C, je te laisse démarrer. Oui, j'espère qu'on va se rassurer avec une bonne première et qu'on va pas se baisser notre pantaloni et prendre une nouvelle fessée, quoi. Voilà. Il faudra jouer sérieux à la première et puis se lâcher et retrouver un état d'esprit, aller de l'avant. C'est une bonne équipe, cette petite équipe d'Ajaccio. Elle fait de bons résultats. Il faut se rappeler qu'à la première, elle s'est fait ronfler par Lacazette chaud et son penalty. Le retour de Lacazette en Ligue 1, c'était terminé, je vous le rappelle, par un penalty plus que litigieux. Ils ont fait plutôt des scores sérieux. Ils n'ont pas perdu contre Lens, j'ai noté. Ouais, ils ont fait match nul. Match nul 0-0, même s'ils sont largement dominés. Hein. Voilà, mais bon, ça tient. Et voilà, ils ont deux attaquants qui vont plutôt vite. Ça joue en 4-4-2. Je pense que c'est l'équipe qu'il faut. Je préfère jouer Ajaccio, même s'ils ont besoin de points chez eux, que voilà, et éloigner l'équipe un peu du stade et jouer vite vendredi. Ça aussi, je pense que c'est important. Se remettre tout de suite au taf, quoi. Georges, est-ce que tu veux poursuivre ce tour de table? Qu'est-ce que tu penses? Qu'est-ce que tu attends de ce match d'Ajaccio? Est-ce que c'est finalement déjà un premier tournant de ce championnat pour le LOSC? Il est très intéressant justement par son côté traquenard, parce que c'est un match où la technique a été de jeu, vu l'état du terrain, vu en effet l'esprit de l'équipe en face, la technique ne suffira pas. Il faudra un vrai mental pour aller gagner là-bas. Donc, ouais, je les ai vus jouer contre Lens. Bon, ça a donné une vieille purge, mais je pense que c'est quand même Ajaccio qui avait écrit le scénar du match parce qu'eux avaient vraiment prévu de jouer ça. Ça s'est déroulé exactement comme ils l'entendaient. Donc, on sait évidemment que ça risque d'être un bourbier, un lié. Ça ne va pas du tout être le même match que contre Paris, mais ça nous en dira beaucoup, je dirais, sur la capacité de cette équipe à réagir. Et je pense que dès vendredi, on pourra voir un petit peu si finalement le match de Paris était un accident ou alors s'il y a un mal plus profond qui émerge de ça, quoi. Mais, donc pour moi, c'est le test idéal au moins pour voir, pour tirer un vrai premier bilan post-PSG.
Christophe D, donc le match d'Ajaccio arrive déjà vendredi, hein, c'est-à-dire 5 jours après le match de Paris. Comment tu le sens? Est-ce que tu crois que c'est le bon moment, c'est pour se relancer, ou est-ce qu'au contraire, il va falloir mettre les bouchées doubles pour pouvoir passer ce barrage compact que risque d'être l'équipe corse? Ajaccio, c'est jamais simple, hein. Si tu n'as pas Chalmé dans l'équipe, c'est compliqué, hein. Donc, Pour les plus jeunes, je rappelle que Chalmé Ouais. avait fait son triplé à Ajaccio, si je ne dis pas de bêtises. c'est pas seul but qu'a marqué à Lille, je crois. Il en a Je marqué crois, d'autres. ouais. C'était Ouais, Ajaccio, je crois. je ne dis pas de bêtises. C'était Ajaccio, pas à ouais, domicile. ouais. Là-bas, c'est là-bas, hein. Non, mais c'est vrai que c'est jamais des matchs faciles en Corse. En plus, j'ai un copain du boulot là, il me disait, je sais pas pourquoi les Corses ne nous aiment pas. À chaque fois qu'on y va, c'est tendu. Et bon, là, on va voir si l'équipe elle a du caractère, hein. On va l'avoir envie assez vite fait. Parce que franchement, si on joue avec le mode bisounours qu'on a joué contre Paris, là, c'est pas possible. Bah oui. On va prendre cher. Si on met du caractère, comme on a vu, et encore une fois, contre Nantes, il n'y a eu que du caractère, quoi. On se prend le premier but, on est revenu et on a monté de la niaque. C'est ce visage-là que je voudrais voir d'entrée de jeu à Ajaccio. Et voilà, cette réaction-là, elle est essentielle. Si on n'a pas cette réaction-là, bah, ça craint fort pour le reste de la saison, hein. Là, il faut vraiment qu'on réagisse et qu'on ait un mental d'équipe qui veut gagner un match, quoi. Parce que là, on a passé un match à regarder les autres jouer, c'était sympa, mais c'est pas admissible. Alors, Georges, Ajaccio, c'est le petit poussé de la Ligue 1, hein. C'est, je crois, de mémoire, 22 millions de budget. Pour vous donner un ordre de grandeur. Déclaré, les Corses déclarées. C'est pas faux. Je te laisse la responsabilité de ces propos. Pour nos amis corses, je rappelle que la villa N'y touchez pas, faites pas les Stéphane cons, c'était pas déconner. est au 12 boulevard Bonaparte à Ajaccio. Donc allez-y, ne vous gênez pas. Touchez pas à mon bon appartement. C'est entrée libre, c'est entrée libre. Donc voilà, donc 22 millions de budget. Et 22, pour information, et pour mettre en rapport, le LOSC a le 6e budget de la Ligue 1 avec 100 millions, alors que le PSG a 700 millions de budget. Alors, il y a un autre chiffre qui Déclaré. on fait trop dollars, hein, mais c'est pas la même chose en euros. Et il y a un autre chiffre qui indique bien finalement le poids du club d'Ajaccio dans cette Ligue 1, comment dire, de foot business. Au mercato, ils ont dépensé 300 000 euros. 300 000 euros sur un joueur qui s'appelle, si je ne dis pas de bêtises, Mayembo du Havre. Jardemovic. 300 000 euros. Tous les autres, c'est des recrutements, des prêts, de fin de contrat, un recrutement intelligent qui correspond finalement au budget. Alors, Georges, en décrivant ce petit poussé, est-ce que tu penses que c'est finalement l'adversaire idéal pour le LOSC pour se relancer L-A-N-C-E-R, parce que Voilà. j'avais dit relancer L-E-N-S-E-R. Non, je ne fais pas trop d'orthographe. J'irai plus loin pour anecdote, hein. C'est tellement artisanal. Je ne sais pas si l'un d'entre vous a déjà été voir un match au stade François Coty. C'est folklorique. J'y avais été pour trouver le stade. D'ailleurs, c'est totalement impossible. C'est en haut d'une colline. Il faut se garer dans un parking d'hôtel. On traverse un fossé où il y a une planche. On monte une butte. On arrive derrière une usine désaffectée. Une butte. Ouais. En Corse, je touche pas les filles. Oh là là, non, là, c'est bien une butte. Et on arrive dans un stade qui est vraiment un stade. J'avais l'impression, par moment, à l'époque, il a été refait depuis, mais j'étais à Vente de Vegat, quoi. Et donc il y a un peu ce côté, oui, club. Petit club. Mais c'est marrant parce qu'ils ont une histoire un peu récurrente avec la Ligue 1. Ça fait une paire d'années qu'on les voit revenir. Je me souviens même d'une année où ils avaient entamé la saison sur une espèce de Arles-Avignon. Ils avaient fait un retour tonitruant derrière et ils avaient réussi à se sauver. Et à chaque fois, on a... c'est l'esprit corse, quoi. C'est des équipes qui en veulent, c'est des équipes qui lâchent rien. Donc, moi, quand je dis se relancer, c'est pas du tout, si ça tombe, on va se casser les dents là-bas. Mais au moins, pour moi, c'est le bon test, c'est la bonne épreuve. On saura après ce match, on en saura plus, entre guillemets, sur ce qui nous a beaucoup questionné ce soir, qui
qui sont les qualités mentales de cette équipe du LOSC. Parce que là, il en faudra un gros de mental pour aller faire un truc. Autant si on les avait joués à Mauroy, je serais un peu moins inquiet sur une pelouse un peu refaite, mais là, on va les jouer dans leur bourbier, on va les jouer dans ce stade champêtre, ouais, avec, voilà, avec tout cela. Je rappelle quand même que Lens, qui vient d'exploser Monaco sur le Rocher, n'a pas su se créer quasiment une seule occasion, s'est créé très peu d'occasions contre cette équipe ajaxienne, quoi, en jouant quasiment tout le temps devant face à une équipe qui avait mis le bus. Alors, il y a des commentaires sur les réseaux sociaux, hein. Olivier, il faudra faire attention car les Corses savent que le LOSC sera revanchard et j'ai peur d'avoir une équipe sur les nerfs et qu'on finisse à 9. Attention. On a Live qui nous dit j'ai confiance pour vendredi, jouer un bloc bas avec le pressing qu'on va imposer, ça va le faire et puis on va être revanchard et montrer que dimanche c'était un accident. Fabien, si on ne gagne pas contre Ajaccio, la saison risque d'être pénible. Ensuite, il y a des commentaires sur Monaco, Paris, c'est très bien. Puis, amusance parallèle entre budget lillois et parisien, donc 1 contre 7, 100 millions contre 700 millions d'euros. Voilà. On a beaucoup parlé du PSG, on a parlé d'Ajaccio. Est-ce que vous avez encore des remarques sur ce match de vendredi ou est-ce qu'on peut passer au concours de pronostics? Juste une chose, j'étais en train de regarder un peu la fiche du club. Je suis même pas sûr qu'il y ait encore un joueur corse, par contre, qui joue là-bas. Donc, à vérifier. Mais si quelqu'un a des infos, à part Mangani, non, il n'est pas corse, lui. Je crois pas, mais à vérifier. Mais En tout cas, il vient d'Angers. Ouais. Il a été recruté à Angers. Ouais. Il était en fin de contrat à Angers. Il est arrivé à Ajaccio. Il est de Carpentras. Donc, non, je pense qu'il n'y a aucun corse maintenant là-bas. Donc, André, non? Ce sera le plus corse sur le terrain, tout à fait. Alors, je vous propose de passer au pronostic, au concours de pronostics. Il y a déjà des pronostics sur les réseaux sociaux. Il y a déjà un victoire du LOSC pour Fabien, 2-0. Et vous, quels sont vos pronostics? Alors, on va commencer par Christophe D. Ton pronostic pour vendredi soir. Compliqué. Voilà, j'ai déjà pronostiqué une défaite cette passée, donc je ne vais pas recommencer. Ça va, ça fait beaucoup. Non, je vais dire, allez, 1-0, je prends. 1-0, tu prends. Pour Lille. Stéphane. Il m'a enlevé mon score, donc je vais dire 2-1. Mais oui, moi je. Tu peux redire 1-0 et vous partagez avec le nom du buteur. Moi, ça me va. Hein. Moi, je vais. Oui, puis ça peut être 1-0 à la 94e du bout du pied. Et parce que ça, je m'en fous du tout. L'expression du bistrot, c'est pas le bout du pied. Hein. C'est le bout du bout de la 94e. Il n'y a pas encore 22h, si. Ah, si, tu peux y aller, 22h04. On peut y aller. Lâchez-vous. Et le buteur pour toi, Christophe? Biaggi. Biaggi? Il y a une grosse cote là-dessus. Il y a une grosse cote. Christophe C, quels sont tes pronostics? Alors, 2-0 pour Lille avec un doublé Mbamba. D'accord. Georges, ton pronostic? Ouais, 3-1 pour Lille, quoi. Notation d'ailleurs marquée du bout du zboub, je crois que c'est le Renato Sanchez, le seul qui s'est marqué du bout du zboub de sa moitié de terrain. Je ne veux aucun commentaire sur cette affirmation. Aucun. On va garder ça pour le débrief, c'est-à-dire qu'on ne sera plus en direct. Quelques secondes de patience. Sur les réseaux, donc Fabien complète son pronostic en mettant doublé de Jonathan David. Et on a Leif qui dit 1-0 pour le LOSC, donc 0-1. Voilà, donc on a fait le tour de l'actualité. On est revenu sur cette défaite cataclysmique contre le Paris Saint-Germain. On a analysé les choix stratégiques et tactiques de Paulo Fonseca. On a parlé mercato, on a parlé forme des joueurs, on a parlé finalement maintenant, on a extrapolé sur l'avenir avec ce match contre Ajaccio. Il ne reste plus qu'à attendre le résultat de vendredi avec beaucoup d'impatience et attendre le prochain bistrot d'Alleux-le-Losc où nous reviendrons sur le match d'Ajaccio et sur le match suivant, donc à Nice,
pour le mercredi, donc le lendemain du bistrot, donc au stade Pierre-Mauroy, à l'Arena Décathlon Pierre-Mauroy. Je ne sais plus dans quel sens ça marche, non. Il faudra quelques temps pour qu'on s'y habitue. Voilà, je voulais remercier les piliers du bistrot. Merci Georges pour ta participation. De rien, merci. J'espère que tu as repris le rythme après les vacances. Tu n'étais pas. Démarrer sur un Lille PSG, ouais, ça pue la rentrée, quoi. Voilà. Merci Christophe C pour ta rentrée aussi, ta rentrée au bistrot. Merci à tous en tout cas, c'était sympa. Merci Christophe D d'avoir finalement gardé le magasin ouvert avec moi pendant les vacances. Hein. Merci de ta participation. Merci à tous. Merci Stéphane de ton retour et tes analyses. Bonne soirée à tout le monde, merci beaucoup. Je voulais remercier bien évidemment tous les internautes qui nous suivent régulièrement, qui nous font des commentaires en live pendant l'émission. Je voulais remercier également, je voulais vous rappeler que vous pouvez vous abonner à tous nos réseaux sociaux, hein, la page Facebook du bistrot, le groupe Facebook de Allez le LOSC. Vous pouvez également vous abonner à notre compte TikTok. Il n'y a pas grand-chose dessus. On essaye de mettre un contenu un peu rigolo, quelques extraits d'émissions. Vous pouvez également vous abonner à notre page YouTube sur laquelle vous trouverez le replay de l'émission dans quelques heures. Donc, n'hésitez pas, vous serez au courant de toute l'information concernant le bistrot. Je voudrais féliciter une nouvelle fois Olivier pour avoir gagné cette place pour le prochain match à Nice. Et donc, on garde le contact et on verra comment on va pouvoir te faire participer finalement à cette place supplémentaire. Je vous souhaite à tous une excellente semaine. Et vous savez comment on conclut le bistrot d'Allélos chaque mardi soir? On pousse tous ensemble le cri de guerre. Allez, le LOSC. Allez, le LOSC. Le LOSC. Salut à tous. Quand même un peu. À ciao. À ciao, à bientôt, à mardi prochain. Au revoir. Ciao.